T'as gagné combien avec ta chaîne YouTube depuis le début, Fred? Donc depuis le début, c'était mars 2020, et depuis le début, j'ai gagné presque 60 000 euros avec ma chaîne YouTube. Ok, c'est pas mal. Et C'est pas en une mal. phrase, si tu devais me donner envie de m'abonner à ta chaîne, tu me dirais quoi? Alors je te dirais que quand tu vas soit vendre des produits, soit négocier avec quelqu'un, si la personne en face de toi est déjà abonnée à ma chaîne, tu auras moins de chances de gagner. Donc je te conseille de venir plutôt t'abonner pour toi apprendre des techniques de négociateur professionnel ou des techniques de vente et avoir une chance que tu signes des meilleurs contrats, tu perds pas des deals et puis que tu défendes mieux tes intérêts. Ok, ça marche. Je vais présenter ta chaîne très rapidement en stats. Avec Donc plaisir. effectivement, ta première vidéo, elle est sortie le 30 mars 2020. Elle s'appelait Comment progresser en négo et négocier comme un pro. Tu as sorti 213 vidéos, dont 156 vidéos longues, publiques, j'ai vérifié. Aujourd'hui, tu as 24 400 abonnés. Je regarde ton nombre de vues de base, c'est-à-dire quand tu sors une vidéo qui performe pas bien, tu fais à peu près 500 vues. Et Ouais. ta vidéo qui a fait le plus de vues est à 205 000. Et c'était une vidéo avec un titre très 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 long, rupture conventionnelle, facile à obtenir à chaque fois. Je te dévoile la méthode de négociation. Est-ce que c'est cette vidéo-là qui t'a ramené le plus d'argent sur ta chaîne? Indirectement, oui, parce que j'ai pas les stats exactement de combien YouTube m'a payé pour cette vidéo. Par contre, c'est cette vidéo-là qui s'est vraiment extrêmement bien classée sur le mot-clé rupture conventionnelle. Et du coup, toutes les personnes qui tapent rupture conventionnelle maintenant tombent en général sur ma vidéo. Et du coup, derrière, j'ai un tunnel un peu de si je peux t'aider, clique sur ce lien. Puis après, ils tombent je les recontacte pour des coachings ou des trucs comme ça. Et donc, dans les 60 000 que j'ai gagnés dans ma chaîne YouTube, il y a quand même une bonne partie qui est liée à la formation et coaching rupture conventionnelle que je fais plus trop maintenant. Mais oui, donc cette vidéo-là a quand même, elle a initié pas mal de trucs en termes d'argent sur ma chaîne YouTube. Ok, trop cool. Je pense qu'on le devine déjà un petit peu, mais comment tu définirais, toi, ton obsession unique, le truc, on va dire le truc qui était le seul à penser et qui fait que ça te différencie de n'importe quel autre créateur de contenu? Alors moi, c'est clairement, donc je me suis lancé vraiment sur le créneau de la négociation parce que c'est un truc que moi j'aime faire et que j'ai une passion pour ça. Moi, c'est clairement que tout le monde peut être meilleur en négo, meilleur en vente, mieux défendre ses intérêts, oser demander des trucs. Donc je parle beaucoup d'audace dans mes vidéos, et puis ce côté, c'est pas réservé à une élite en fait. Le fait de, je sais pas, de bien négocier ses conditions de contrat ou de signer des gens plus facilement. Et donc c'est ce côté un peu rendre accessible à tous des compétences ou des techniques qui peuvent être des fois considérées par certains comme vraiment réservées à des pros, des commerciaux ou des négociateurs du GIGN, quoi. Ouais, ouais, si je peux me permettre, parce que c'est vrai que je consomme un peu tes contenus aussi, que ce soit sur YouTube ou sur LinkedIn. T'as aussi ce côté, je trouve, de la négo, c'est pas forcément un truc de bonhomme, où il faut se battre, Ouais, ou c'est un combat avec quelqu'un d'autre. Ou au contraire, c'est plutôt comment on trouve un alignement d'intérêts et tout le monde ressort super content d'une bonne négo. Et c'est simplement être capable d'exprimer ce qu'on attend, de comprendre l'attente de l'autre et de trouver un truc qui aligne pour tout le monde. Et des fois, c'est aussi entre guillemets bête que ça, mais il y a plein de ouais. techniques que tu nous apprends dans tes vidéos, quoi. Oui, et puis c'est vraiment effectivement c'est le fait de dire c'est pas forcément toujours un conflit, c'est pas forcément toujours un qui gagne, un qui perd. Mais en fait, dès que tu vas prendre une décision avec quelqu'un, voilà, si toi et moi on doit bosser ensemble et qu'on doit se mettre d'accord sur les conditions de comment on bosse, on doit se mettre d'accord. Et peut-être que moi je veux payer pas cher ou au contraire, moi je veux travailler très vite avec toi. Puis toi, ta boîte elle est déjà chargée ou tu es en train de monter tes prix. Faut qu'on se discute et qu'on se mette d'accord. Et à la fin, le but c'est pas que je me dise ah putain Sylvain il m'a bien eu, fait Ouais, c'est chier, je ça. dois lui faire un virement de 10 000, mais c'est de me dire ah cool, on a réussi à travailler ensemble. Et parfois juste le fait d'avoir le droit de bosser avec toi alors que tu es très chargé, ça peut être déjà une négo gagnée, même si je paye le prix fort. Ouais, c'est ça. C'était le truc qui m'avait marqué, c'était comme tu disais, je crois, une bonne négo, c'est une négo où tout le monde repart avec le sourire et tout le monde est content, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Je trouve que c'est un peu ça ta phrase à toi. Et puis Ok, très bien. maintenant, je parle aussi pas mal de la vente. Et la vente, c'est pareil. C'est pas le but. C'est pas qu'il y ait un vendeur qui arnaque l'autre parce qu'il a vendu un truc qui Ouais, sert à rien, méga cher. C'est que les deux soient contents et que moi, j'adore aujourd'hui quand j'ai des clients qui me disent j'envoie ma facture et puis ils like mon message avec un cœur sur WhatsApp en mode ouais, merci beaucoup, je vais la payer le plus vite possible. Pour moi, c'est ça qui est trop stylé, quoi. ouais, c'est clair. Ça, c'est méga agréable, effectivement, quand tu vends à quelqu'un qui a besoin de ton produit, ton Ouais, service, qui est content, que tu es content, que tu as l'impression d'avoir mis un prix juste, que lui a l'impression d'avoir payé un prix juste. Enfin, exactement. et ça existe en vrai, en fait. On peut ne pas le croire, mais ça Ouais, existe en vrai, ce genre de toi, t'es pile situation. dedans aussi, donc Bah oui. c'est ça. Et c'est vrai que la création de contenu aide aussi à ça, parce que les gens vous connaissent avant, donc souvent qu'ils prennent rendez-vous, ils se disent bon bah je sais que je veux bosser avec toi, on a juste à se mettre d'accord sur le prix qui soit, enfin voilà, sur le bon rapport entre la presta et le prix, quoi.
C'est ça. Super. Bah écoute, on va parler un petit peu plus de ton métier, mais je prends juste quelques petites secondes pour parler de VideoBiz avant, si tu me le permets. C'est le petit instant Avec plaisir, auto-promo. Donc VideoBiz, c'est l'agence qui est derrière la production de ce podcast. Nous, chez VideoBiz, on est obsédés par YouTube et on adore craquer le code des chaînes de nos clients pour les faire performer à leur plein potentiel. Vous avez remarqué, j'ai un petit texte, je le lis, mais c'est sur mon prompteur devant. On a bossé avec des médias comme Netflix, Énergie ou Le Crayon. On a créé un canal d'acquisition bien solide pour des startups comme Swappen ou l'Expert Comptable. Et il y a beaucoup de vos créateurs préférés qui font appel à nous. Silent Jill, Astronogeek ou Bienvenue au cabinet, parmi plein d'autres. On orchestre aujourd'hui une team de spécialistes de YouTube qui couvre toute la chaîne de production, de la stratégie, au script, au montage, aux miniatures, et bien sûr le suivi de data. Donc on s'occupe de tout et on le fait le mieux possible. Donc si ça vous intéresse, allez sur videobiz.fr pour prendre rendez-vous et nous présenter votre projet YouTube, et je suis sûr qu'on pourra faire de belles choses ensemble. On reprend l'épisode. Du coup, mon cher Fred, raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu fais toi comme métier aujourd'hui? C'est quoi ton job, ton métier, ta vie de tous les jours? YouTube, hors YouTube, voilà, mais comment tu intègres du coup YouTube dans ton activité professionnelle aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Alors moi, à la base, je suis acheteur de formation, même acheteur de métier plutôt. J'ai commencé dans les achats chez L'Oréal. Non. Alors oui. Mon métier, j'achète une formation. Non, ma formation, c'est d'être acheteur. Voilà, on va dire ça plutôt comme ça. Non, j'ai commencé dans les achats en entreprise. Ouais, c'est ça, en 2011. Donc achat industriel, et donc je suis tout de suite plongé dans les appels d'offres, les négociations, les discussions un peu difficiles, les signatures de contrats, les conditions, les choses comme ça. Et en fait ça m'a assez vite passionné, ce côté discussion commerciale. Et puis du coup, pour des gros contrats, c'était de la sous-traitance pour L'Oréal, donc ça allait vite taper dans des millions, même alors que je venais de démarrer à 22 ans. Et puis j'ai fait ça pendant des années, j'ai changé de boîte et je suis toujours resté dans les achats, et toujours cette appétence, cette facilité à discuter des conditions, à parfois avoir des conflits avec des gens pour se mettre d'accord, à réussir à calmer certaines personnes qui s'échauffent un peu. Et en fait, un jour, j'ai commencé à découvrir un peu l'entrepreneuriat par hasard, plutôt l'entrepreneuriat via des vidéos d'entrepreneurs sur YouTube et tout. Et en fait, je me suis dit, c'est quoi la compétence que je pourrais monétiser? Et alors, j'ai lancé d'autres chaînes YouTube avant celle-là. Mais en tout cas, celle-là aujourd'hui, c'est celle avec laquelle je gagne ma vie. En tout cas, je peux gagner ma vie. Et du coup, l'idée de monétiser la négociation est venue. Et donc, je me suis dit, ok, je vais lancer une chaîne YouTube avec un objectif de gagner de l'argent. Donc, c'était vraiment l'objectif dès le départ, de dire un jour, je voudrais en vivre. Donc, un modèle qui a pas mal évolué. D'ailleurs, auto-promo pour VideoBiz et Sylvain, mais dès le départ, moi je connaissais Sylvain, donc dès le départ j'avais pris une formation qu'il faisait pour bien paramétrer sa chaîne YouTube, donc je l'ai lancé directement sur les bons rails, cette chaîne YouTube, avec des bons réflexes. J'avais déjà fait pas mal d'erreurs sur d'autres chaînes YouTube que j'avais eues avant, donc ça m'a permis d'être plus rapidement, même si ça m'a quand même pris du temps à développer, mais voilà. Et aujourd'hui, du coup, maintenant, donc je suis négociateur professionnel sur pas mal de réseaux, mais je parle de plus en plus de vente depuis quelques mois, parce qu'en fait je me suis rendu compte que personne se réveille un matin en se disant il faut que je devienne négociateur. C'est ça. En tout cas, il faut que je devienne meilleur en négociation. Par contre, toutes les compétences d'un bon négociateur, c'est-à-dire l'écoute, la reformulation, la gestion du stress, la gestion des conflits, la créativité pour trouver des conditions, savoir défendre ses intérêts, toutes ces choses-là, on l'utilise à chaque fois qu'on vend, à chaque fois qu'on signe des gens. Et je me suis rendu compte que moi, grâce à ce projet YouTube et puis tous les autres réseaux que j'ai vendu énormément de prestations à plein de gens différents, à des prix différents. Ça va de moins de 60 € jusqu'à plus de 10 000 €. Et en fait, j'ai développé ces compétences de OK, on peut essayer de vendre comme ci, comme ça. Et donc, j'ai des techniques de vente aujourd'hui qui changent un peu de ce qui se fait sur le marché en termes de techniques de vente, parce que c'est justement pas du tout agressif. Moi, je suis plus le père de famille avec 4 enfants qui vit dans ces montagnes en Suisse, et donc qui va plutôt chercher des gens qui ont envie d'acheter ses produits, que le gars qui va vraiment bourriner avec 6 webinaires, des pubs dans tous les sens et tout ça. Et donc voilà, donc aujourd'hui, mon but, c'est de me faire connaître sur les réseaux, sur qui je suis, ma personnalité, mes compétences, et surtout que les gens se disent « Ah tiens, Fred, il a l'air de faire avec aisance un truc que moi, je ne sais pas faire. » Et d'ailleurs, je pense que toi, c'est ce qui marche aussi, c'est qu'on te voit faire avec aisance un truc que nous, on ne sait pas faire. Donc analyser des stats, analyser YouTube. Et du coup, après, les gens m'écrivent en me disant « Salut, j'ai besoin de toi pour tel ou tel problème, comment on peut bosser ensemble ?» Et donc aujourd'hui, je me brande sur les réseaux comme coach en vente, coach en négociation, et puis principalement j'aide des gens à le faire, mais c'est plutôt eux qui le font après, quoi. Ok, ça marche, le done with you comme on dit. Voilà. Ok, donc super intéressant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tu as encore ton job d'acheteur où tu as arrêté, tu fais plus que ton activité on va dire. Alors c'est intéressant consultant, aussi, c'est coach, que
Non, cette chaîne YouTube, je l'ai lancée comme un side project, comme on dit, donc un projet à côté de mon travail salarié. Donc j'ai un travail salarié à 80% depuis le démarrage de cette chaîne YouTube, donc depuis 2020. Je suis toujours resté à 80%. Parce que j'ai une famille, on vit en Suisse, donc c'est quand même compliqué d'arriver à un niveau de salaire et de revenus qui permet de vraiment quitter 100% le salariat. Mais ça commence à sentir bon, donc pourquoi pas un jour le faire à 100%. Mais oui, j'ai toujours un job d'acheteur à côté. Ils sont au courant que j'ai ce projet-là, parce que du coup aujourd'hui quand tu tapes Frédéric Mola sur Google, tu vas tout de suite tomber sur mon compte LinkedIn, ma chaîne YouTube, des vidéos de moi, et puis même des fois j'ai des gens qui tombent sur des vidéos de moi un peu par hasard. J'ai des collègues qui viennent me voir, tiens je voulais signer ma maison, c'est ça, je voulais faire une offre, j'ai vu une vidéo comment faire une bonne offre et j'ai vu c'était ta tête, je savais même pas que tu faisais des vidéos et tout. Et donc c'est toujours un à côté. Mais voilà, mon objectif à terme, ce serait quand même de réussir à soit réduire le salariat pour faire encore plus de contenu, plus de vidéos, plus de clients et tout ça, soit même tenter l'aventure à 100%, quoi. Ouais, je trouve que ton profil est vachement intéressant parce qu'il est assez atypique en fait sur le YouTube francophone parce que tu habites en Suisse. Et je crois que tu me l'avais dit assez tôt en fait. C'est bête, mais si tu habites à Dubaï ou à Bali, il suffit que tu gagnes 2-3 000 euros par mois, ça suffit, tu peux faire que ça à temps plein. Si tu habites en France, il t'en faut un peu plus parce que tu as les impôts et tout ça. Quand tu habites en Suisse, il t'en faut beaucoup, beaucoup plus, surtout quand tu as une famille, que tu as plein d'enfants, que tu as... Et en plus de ça, un peu comme moi, à côté, tu as un job qui te plaît, qui paye bien. Donc en fait, tu n'as pas cette pression de dire j'ai pas le choix, en fait, j'ai que ça dans ma vie, que cette chaîne YouTube, il faut que je vive de ça. Et ce qui, je trouve, est une position assez confortable parce que ça te permet de prendre le temps de trouver exactement le type d'offre que tu veux, le type de client que tu veux et faire exactement un métier qui te passionne, quoi. Et t'as pas cette pression de devoir faire vite du chiffre et de te vendre un petit peu n'importe comment, quoi. Donc en fait, je trouve que c'est vachement intéressant. Et puis, si vous allez sur la chaîne de Fred là aujourd'hui, vous verrez que ces derniers temps, il n'y a pas énormément de vidéos, mais en même temps, je me considère comme quelqu'un de très occupé. Mais toi, je pense que tu es 2 fois plus occupé que moi. Déjà, tu as le double du nombre de gamins que j'ai. En plus, pendant des années, tu as une activité de volleyeur professionnel. Je ne sais pas si je peux le dire, mais... oui, non, c'est ça. Et... professionnel ou semi-pro, ton métier, ta famille, ta chaîne YouTube, ton entreprise que tu développes. Wouh. Mais je trouve que le fait de faire ça à côté de son salariat, c'est bien parce que justement on a la sécurité, donc on peut se permettre d'être un peu plus tranquille et puis développé. Oui. Par contre, c'est peut-être moins bien parce que du coup on a peut-être un peu moins l'agnac. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a une vidéo là, j'ai envie de la sortir, ça fait je pense, j'ai hésité à la sortir en juillet à l'époque, mais tu vois, j'ai pas réussi à la filmer avant juillet, et puis du coup on est en décembre et puis je l'ai toujours pas sorti parce qu'en fait il y a toujours un autre truc qui arrive, il y a toujours une autre urgence, et du coup voilà, ça décale un peu. Je sais qu'au début, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, ce qui avait bien marché, c'est que je m'étais un peu forcé à me dire, ok, là tu dois faire des vidéos, faut que tu t'entraînes, à filmer, à monter, faut que tu corriges tes tics de langage, faut que tu corriges tes tics de regard, tes mains et tout. Donc tu fais une vidéo tous les dimanches et quoi qu'il arrive, t'y vas. Et bien sûr, il y en a une qui floppe, il y en a régulièrement qui floppe, mais de temps en temps, il y en a une qui prend un peu mieux. Puis on teste, et puis au bout d'un moment, on a déjà quelques vidéos qui sont déjà bien classées sur des mots-clés de notre thématique, puis après, du coup, on peut faire d'autres choses. Donc, mais voilà. Mais c'est clair que moi, ça a l'avantage de pouvoir me permettre de faire ça à côté. Mais encore une fois, si demain, d'un coup, ma chaîne YouTube a une super visibilité, m'amène plein de clients, j'hésiterai pas, je pense, à me passer un peu plus de temps dessus, quoi. Ok, super. Du coup, ton activité, on va mettre de côté ton emploi salarié aujourd'hui. Ouais. Ton activité alors je sais pas comment la qualifier, mais de coach, consultant, formateur en vente et négociation. Ouais. Ça t'a généré combien de chiffre d'affaires cette année ? On va dire sur les 365 derniers jours. Et dans cette partie-là, combien ça t'a généré de chiffre d'affaires cette année, cette activité, avec et sans YouTube ? Même si tu veux, je te fais vite un historique, comme ça c'est encore mieux. Ouais. En 2020, j'ai lancé, et là à l'époque, je m'étais vraiment dit, je me laisse 1 an pour monétiser ça. À la base, j'avais vraiment le modèle de YouTube, mail, vente de formation. Et donc, première année 2020, j'ai rien vendu, rien touché. Je n'ai même pas gagné 1 euro avec YouTube parce que du coup, il faut passer le cap des 1000 abonnés et les heures de visionnage. Donc 2020, 0. Donc que du temps investi pour le plaisir, je dirais. 2021, j'ai fait 15 000 francs, donc on va dire 15 000 euros, c'est à peu près à l'équilibre. Ouais. 2022, 11 000. 2023, 15 000. Donc tu vois, c'était un petit 1000, 1200 par mois sur l'année, mais vraiment pas... un peu pour payer des vacances, mais pas plus, quoi. Et puis 2024, j'ai fait 40 000, et 2025, là, je devrais finir autour de 50-55 000, je pense. Ok. Et de ça, alors si tu prends le total depuis que j'ai commencé mon activité,
J'ai regardé avant, j'ai fait à peu près 125 000 de chiffres et il y en a 51 000 qui viennent de YouTube. Ok. Donc il y a presque la moitié aujourd'hui qui vient de YouTube. Ok. Mais c'est en train de switcher parce que du coup pendant un moment j'étais très actif sur YouTube, donc les gens venaient surtout de là. Et aujourd'hui je suis très actif sur LinkedIn et j'ai moins, je prends un peu moins de temps, peut-être pas assez de temps justement sur YouTube pour communiquer aussi. Mais voilà, j'ai hâte de refaire justement des vidéos. Pendant un moment aussi je communiquais, je pense pas assez sur ce que je faisais de payant quand je faisais des vidéos YouTube. C'est-à-dire que j'ai jamais fait une vidéo où je disais justement je peux t'accompagner avec cette offre et ça coûte tel prix. Ça j'ai jamais osé faire. Donc, mais voilà. Et là, en 2025, j'ai regardé sur les 50 000 francs, les 50 000 euros que je vais faire cette année, je pense qu'il y en a à peu près 13 000 qui viennent vraiment de gens de YouTube. Donc souvent, c'est des gens qui soit me suivent depuis longtemps et m'écrivent pour un besoin précis, soit ils découvrent mes vidéos sur la rupture conventionnelle et ils veulent que je les aide à négocier leur départ. Donc j'ai à peu près un gros 20%, 20-25% qui vient de YouTube encore aujourd'hui. Alors que, comme tu l'as dit, j'ai fait une grosse vidéo qui a bien marché en décembre, j'en ai refait une en mai, et depuis, plus du tout. Mais j'ai des vidéos qui tournent régulièrement, et puis voilà. Donc 15 000 pour 2 vidéos sur l'année, c'est pas mal pour l'instant. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est pas ces vidéos-là qui m'ont ramené du monde. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant avec YouTube, c'est que ça compound, comme on dit, dans le temps. Et des anciennes vidéos continuent de travailler là où je pense que des posts LinkedIn que tu as postés il y a 1 an ou 2 ans, ils te ramènent plus rien aujourd'hui, quoi. Non. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on redécoupe un petit peu entre les revenus qui sont générés directement sur YouTube, c'est-à-dire est-ce que tu as fait des vidéos sponsor, combien tu as touché d'AdSense, est-ce que tu as par exemple une communauté, un Tipeee, un membership, etc. Est-ce que tu fais de l'affiliation, tous ces trucs-là qui sont que je vais appeler des revenus directs sur la plateforme YouTube, qui en gros dépendent de ta création de contenu. Plus tu crées de vidéos, plus tu génères de revenus comme ça. Et après, peut-être la partie indirecte, qui est plutôt ce que t'apporte ta notoriété YouTube historique, ce que ça t'a apporté. Donc j'aimerais bien qu'on découpe un peu comme ça. Donc la partie directe, est-ce que tu as une idée à peu près de combien ça t'a ramené sur 2025 ? Alors, même d'ailleurs pour casser le mythe, j'ai regardé même depuis le début, j'arrive doucement aux 2 millions de vues sur ma chaîne. Je suis à 1,867 000 vues et j'ai gagné 6 500 francs grâce aux vues AdSense. Donc ça veut dire, allez, je sais plus, on dit ça fait à peu près 6 francs par vue du coup. 3 Ça fait, allez, on va dire 3 euros par 1000 vues à peu près. Donc c'est peu. Et cette année, AdSense m'a rapporté 935 euros sur les 50 000 et quelques. J'ai jamais fait de vidéo sponsorisée, mais parce que je pense que je n'ai pas non plus la régularité aujourd'hui. En fait, à l'époque où j'étais régulier, je faisais pas assez de vues et j'étais pas encore assez connu. Et maintenant que j'ai fait des vidéos, grâce à vous aussi, qui ont mieux performé, je suis pas encore assez régulier. Je pense que pour les chaînes, pour que les marques se disent « Ah tiens, je voudrais bien que lui m'accompagne ». Par contre, je pense que si je reprends un rythme de peut-être une vidéo tous les 2 mois et que c'est des bonnes vidéos qui se positionnent bien et que même moi je suis clair sur ce que je vends, ce que je propose et tout, je pense que ça pourrait venir. Mais pour l'instant, j'ai jamais fait de sponsor, jamais demandé un financement Patreon, Tipeee, membership et tout. J'ai jamais fait d'affiliation. J'ai jamais vendu de casquettes, t-shirt Fred Mola. Ça va pas trop des mugs. Est-ce que tu réclames des droits d'auteur ou pas ? Ou alors parce que tu es en Suisse, c'est compliqué ou Droits d'auteur, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on est créateur sur YouTube, en tout cas en France, on peut réclamer des droits d'auteur, parce qu'on crée des œuvres, et donc à ce titre-là, on peut réclamer des droits d'auteur. Ça prend à peu près 50 centimes pour 1000 vues. Non, là, je connaissais pas. Bonus, ok. Non, je connaissais pas. Non, moi j'ai vraiment sur YouTube, j'ai que la partie AdSense. Et d'ailleurs, je regarde un peu au-dessus de la caméra parce que j'ai mes chiffres juste au-dessus, c'est pour ça que je regarde. J'ai que sur YouTube que AdSense. Par contre, comme je te disais, la notoriété que ça m'a apporté, j'ai fait du consulting type coaching et tout ça. Si on prend depuis le tout début de ma chaîne YouTube, j'ai vendu plus de 30 000 euros de coaching, consulting, donc principalement pour de la rupture conventionnelle, mais aussi des fois des gens qui me disent ça fait 4 ans que je te suis. Une fois il y a quelqu'un qui m'a écrit un mail: bonjour Fred, ça fait 4 ans que je te suis sur YouTube, je voudrais devenir plus audacieuse, j'ai des choix un peu importants à faire dans ma vie, je voudrais que tu me coaches. Alors du coup j'ai vendu une prestation de coaching audace, puis je lui ai dit mais je suis pas sûr d'être la bonne personne, t'as peut-être besoin d'un coach emploi, tout. Non, je bosse avec toi. Ok, du coup je lui ai vendu un coaching audace. Il y a quelqu'un qui voulait que je l'accompagne dans l'immobilier, donc j'ai fait un coaching immobilier, donc j'ai fait ça à plus de 30 000. J'ai vendu des formations en ligne à peu près pour 6 500 euros depuis que j'ai démarré.
J'ai jamais vendu de livres ou de trucs. Bah, tu sais, toi, tu avais fait, je crois, une vente sur LinkedIn, par exemple, où tu fais une formation, puis LinkedIn après peut la vendre pour toi, ou ce genre de formation que tu mets sur une plateforme où c'est vendu derrière. Par contre, il y a une chose qui, moi, m'aide beaucoup, c'est que quand tu as une chaîne YouTube qui commence à être un petit peu visible, donc ça veut dire des vidéos qui ont bien marché, peut-être plus de 10 000 abonnés, je dirais, bah ça impose en termes de crédibilité. C'est-à-dire que quand les gens ils voient ton post LinkedIn ou bien ils entendent parler de toi, ils tapent Fred Mola et ils voient YouTube plus de 10 000 abonnés, ils se disent ah c'est un peu sérieux. C'est-à-dire que le mec ça fait quand même un petit moment qu'il en parle et tout. Donc du coup j'ai eu des invitations pour des podcasts, j'ai eu des invitations pour la télé qui m'a contacté 2-3 fois pour des reportages sur un peu ce que je fais, éventuellement diffuser des images de ce que j'ai fait sur des chaînes télé et tout. Je fais des fois des masterclass YouTube ou des masterclass de mon activité parce que des gens m'ont découvert sur YouTube. Je fais des fois des webinaires, des choses comme ça. Donc ça contribue, je trouve, encore plus qu'un gros compte LinkedIn ou qu'un gros compte Insta. Ou après, je connais pas trop les autres plateformes, mais en tout cas, YouTube a vraiment ce truc de... Quand je dis que j'ai une chaîne YouTube de 25 000 abonnés, c'est quand même costaud, tu vois. Et sur même moi, à l'époque, quand j'ai sur commencé, sur la négo et la vente, et je me rappelle qu'à l'époque où j'ai commencé, 25 000, c'était déjà un truc énorme, quoi. Ouais. Donc après, j'ai eu une croissance assez douce, j'ai eu 2-3 coups un peu où des vidéos m'ont permis de faire des bons d'abonnés. Maintenant, j'ai des abonnés assez réguliers qui arrivent, et puis je sais que dès que je refais une bonne vidéo, ça va me ramener encore 2-3 000 nouvelles personnes et tout, quoi. Ok, trop bien. Tu dirais qu'aujourd'hui, sur 100 nouveaux clients, t'en as combien qui arrivent, enfin, il y en a combien qui ont déjà au moins vu un de tes contenus ou qui viennent par effet de rebond de la conférence que tu as eue parce que tu avais une chaîne YouTube, etc. Ouais. À la louche, par rapport à YouTube. Ouais. C'est-à-dire, si tu reprends tout l'historique depuis le début. Tu n'avais pas eu ton début... activité YouTube. Sur les 100, il y en a combien que tu n'aurais peut-être pas eu, quoi. Ouais, je dirais ça doit être... Aujourd'hui, qu'arrivent les nouveaux clients, c'est plutôt 20% parce que je suis très actif sur LinkedIn. Mais si tu regardes tout l'historique, je pense que tu as quand même... Je crois que j'avais fait le calcul. Tu as presque 35-40% qui viennent de YouTube, 35-40% de LinkedIn, et puis après une partie de recommandations. Parce que pour le coup, quand je travaille avec des gens, en général, ils sont assez contents. Et puis du coup, après, ils parlent très souvent de moi en disant tiens, j'ai bossé avec un gars sur la négo, sur la vente. Et puis du coup, j'ai des gens qui m'écrivent hello, il y a un tel qui m'a donné votre numéro, comment on peut bosser ensemble. Donc la recommandation a un jeu aussi, mais aujourd'hui, c'est LinkedIn, c'est YouTube, LinkedIn, recommandation. Et YouTube, historiquement, fait quasiment, je pense, 35-40%, quoi. Donc je dirais sur 100 clients, je dirais qu'une trentaine doivent venir de 30-35 doivent venir de YouTube, quoi. Ok. Super intéressant. C'est intéressant d'avoir ton analyse de ça parce que c'est évidemment, on peut pas mettre de chiffres réels parce que c'est toujours difficile de mesurer l'impact invisible que ça a eu parce que ça a développé une notoriété. Donc voilà, c'est difficile de savoir exactement par effet de rebond. Et puis mais ça reste ce qui est dur aussi, c'est que comment moi j'arrive en fait YouTube, ce qui est difficile, c'est que tu n'as pas contact avec les gens qui réagissent à tes contenus. Donc en fait, à part dans les commentaires, mais des fois c'est des pseudos et tout, mais en fait tu peux pas les contacter directement. Moi, si je fais un bon post LinkedIn qui performe, je peux après derrière aller écrire aux personnes salut, t'as réagi sur mon post, est-ce que ça t'a parlé? Et puis derrière, le jour où je le signe, j'ai eu l'exemple hier d'un gars qui va prendre le coaching de groupe que je fais bientôt. J'ai remonté la discussion et puis j'ai vu ah oui, il m'avait découvert avec ce post là. Avec YouTube, c'est plus long, c'est plus lent, c'est plus ils vont voir une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, puis au bout d'un moment, déjà pour me contacter, ils doivent aller voir sur ma page, est-ce qu'il y a un mail qui traîne, tout. Donc puis c'est peut-être plus difficile. Des fois, il y a peut-être des gens que je trouve par LinkedIn qui historiquement m'ont connu sur YouTube, tu vois. Ça, mais j'arrive pas à le tracer. Et c'est pour ça que je trouve que quand on veut commencer à vendre, si vraiment il y a des gens qui me disent, ok, je veux commencer mon activité de conseil, je dois vendre dans moins de 6 mois, là, faut que je dégage plein de cash. Je leur dirais, peut-être YouTube fait dans un deuxième temps, parce que c'est quand même... Il y a des codes à comprendre. En plus, au début, on veut faire que des vidéos très explicatives, très chiantes et tout. Donc, je dirais que YouTube n'est pas là pour faire du cash très rapide. Par contre, pour poser une présence un peu sur ta thématique long terme, c'est vraiment, vraiment très, très fort. J'aime bien dire en fait que tu plantes ton drapeau, quoi. Tu te poses au milieu de la map, tu plantes ton drapeau et après tu restes référence entre guillemets. Mais c'est pas un truc qui est fait pour convertir tout de suite très rapidement, avoir un retour sur investissement rapide. Ça c'est certain, c'est une construction au long terme. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant pour des profils comme toi. Enfin, je sais que toi, la partie négo, vente, etc., c'est un truc qui t'anime, mais depuis tellement longtemps que tu vas vouloir faire ça jusqu'à la fin de ta vie. Et je trouve que c'est aussi peut-être
une vision des choses qu'on a nous, les trentenaires, quarantenaires, tu vois, où on a eu d'autres expériences par le passé. On n'est pas, on n'est pas à 25 ans en se disant c'est ma première boîte, je vais la lancer, Ouais. ça se trouve dans 2 ans je change, je fais autre chose. Où là tu es très pressé. Et du coup, peut-être la meilleure strat quand tu as 25 ans et que tu veux faire péter ta startup, tu as peut-être plus intérêt à faire de la pub, à faire du LinkedIn à mort, à faire du call call, enfin toutes ces techniques beaucoup plus agressives en termes Ouais. commercial, plutôt que de construire un truc long terme. Alors que nous, quand tu as 40 balais, construire un truc qui va t'aider pendant les 20 prochaines années, c'est un peu smart en fait, tu vois, c'est pas con en réalité. Ouais. Et du coup, après, c'est question d'équilibre entre je veux quand même que mon activité d'école, donc il faut que je puisse faire un peu de commercial et à côté, quand même, construire mon image long terme. Quoi. Et pour Ouais. l'instant, je trouve que toi, tu avais commencé par la partie YouTube par passion, et du coup, tu en bénéficies déjà aujourd'hui. Mais c'est vrai que tu es à cette phase, j'imagine, où ça y est, ça commence à aller mieux niveau financier dans ta boîte, ça Ouais. commence à se confirmer. Et donc, il va être temps de réinvestir YouTube pour assurer les 10 prochaines années. Quoi. Globalement, c'est un peu Ouais, ouais, et puis comme ça que c'est je le vois. clairement, ça devait être l'objectif cette année, mais comme tu dis, voilà, cette année j'ai eu un quatrième enfant qui est né. Je joue en Liga au volley, donc je faisais 5 entraînements par semaine plus un match, donc voilà, 4 enfants, 5 entraînements, un job salarié, du LinkedIn pour trouver des clients. C'est vrai que le temps pour YouTube était assez fin. J'ai trouvé du temps pour sortir une vidéo sur Federer en mai parce que j'ai senti qu'il y avait un autre créateur qui était en train de bosser dessus, donc je me suis dit faut vite que je la sorte parce qu'elle est. Mais sinon YouTube je prends pas assez de temps là-dessus, mais je me suis vraiment à la base lancé sur YouTube parce que moi j'adore YouTube. Moi je consomme du YouTube et c'est vraiment un truc que j'apprécie énormément. J'ai mis du temps à me lancer dessus parce que j'avais pas vraiment d'idée, puis j'ai d'abord lancé un blog voyage et puis je trouve que cette plateforme elle est vraiment incroyable pour créer une connexion et vraiment quand les gens après viennent nous parler, ouais, ils ont l'impression déjà un peu nous connaître. Il y a ce côté, il y a la voix, il y a le visage. LinkedIn, c'est bien, mais c'est des posts. Et puis, mine de rien, les posts, on sait jamais trop comment la personne, à quoi elle ressemble, comment elle bouge. Donc, je trouve que YouTube crée une connexion qui est assez forte. Et puis, Ouais. pareil, les gens qui sont passionnés, tu vois, l'exemple typique que je donne, c'est souvent des jardiniers, tu vois, les gens, ils se lancent sur YouTube, et puis, parce que eux, ils ont une technique spéciale de jardinage qu'ils aiment bien, puis ils commencent à la partager, puis en fait, s'ils restent sur YouTube et qu'ils continuent, souvent, 10 ans après, ils ont sorti 3 bouquins, ils sont inscrits, ils sont invités dans toutes les conférences sur le jardinage, ils vont dans des émissions de télé et tout, mais parce qu'à la base, ils avaient partagé leur passion, donc t'as raison, il y a quand même un vrai côté passion en général sur ces projets un peu long terme, que je trouve qui est très très spécifique à YouTube, quoi. Ouais. Ok, si on récapitule un petit peu, alors cette année, 55 000 euros de chiffre d'affaires à peu près, dont 1 000 euros de revenus directs YouTube et à peu près 15 000 de revenus indirects par Ouais. effet de rebond de ta notoriété YouTube, quoi, globalement. C'est à peu près ça. Ok. Ouais, non, mais même pas effet rebond, hein, c'est vraiment des gens qui m'ont découvert sur YouTube puis qu'on acheté presque via YouTube, tu vois. Ok. Ils ont Ok. signé, Donc, quoi, ils ont mis leur mail, puis après je les ai recontactés, puis du coup, ils venaient clairement de YouTube. Ouais. d'accord, ça marche. Qu'est-ce que tu dirais que tu adores et que tu détestes dans la création de vidéos YouTube aujourd'hui? Alors, ce que j'adore de plus en plus, c'est trouver le. En fait, j'ai eu la chance, là, ces 2 dernières vidéos, de bosser avec VidéoBiz aussi, et puis de vraiment passer du temps sur l'angle, l'accroche, donc en gros, comment tu vas amener un nouveau sujet que la personne n'a pas forcément envie de voir, puis que tu l'amènes tellement bien que la personne a envie de cliquer, puis envie de rester jusqu'au bout. Donc en fait, ce côté, comment je vais construire le truc pour que ce soit vraiment intéressant. Là où je l'ai pas toujours fait dans le passé, puis des fois je pense que j'avais des super idées, puis je les ai pas forcément transformées comme ça. Ça, j'adore ça. Par contre, ça a l'effet inverse que du coup, tu peux te mettre des nœuds au cerveau pendant des soirées entières, puis tu peux toujours retoucher le script, reprendre une phrase, la mettre là et tout. Il y a quand même l'étape du montage vidéo qui est particulièrement, ouais, faut quand même aimer ça. C'est long, ça prend énormément de temps, faut un peu de matériel parce que ça prend, pour un ordinateur, c'est physique de faire du montage vidéo. Moi, j'apprécie bien, puis sur ma thématique, si tu vois, mais tu vois, y en a qui me parlent de super montage vidéo, je leur dis, ouais, mais j'ai réussi à faire une vidéo, des vidéos à plus de 100 000 vues avec vraiment des montages où il y a ma tête, ça zoome un peu, il y a des images, 3-4 textes qui s'affichent, puis c'est tout. Et puis tu prends un gars comme Victor Ferry, par exemple, qui sur la rhétorique, qui avait fait des super vidéos et tout à l'époque, il se filmait avec une webcam dans son salon, puis ça allait très bien. Donc, mais la partie montage peut être quand même assez longue. Après, ce que j'aime et aussi l'autre truc que j'aime pas sur YouTube, c'est le côté des fois de déception, quoi. C'est-à-dire que des fois, t'as quand même un temps incompressible. Je me rappelle à l'époque où je faisais beaucoup de vidéos, j'avais calculé qu'en gros, j'avais du mal à faire moins de 4 ou 5 heures. Vraiment, que si je pressais à fond entre l'idée, l'ébauche de script, le tournage, et encore j'ai de la chance que au tournage, maintenant je suis devenu assez efficace, donc j'arrive à tourner quasiment
une vidéo longue en une prise de 30 minutes, j'ai fait le rush et c'est bon, quoi. Le montage et tout, mais en dessous de 5 heures, 5-6 heures, c'est pas possible. Ouais. Et des fois, tu passes 5-6 heures, voire plus, pour faire 124 vues, quoi. Ouais. Et là, ça peut être... C'est ça qui est dur, effectivement, ouais. C'est que quand tu fais tout seul, et souvent au début, on commence comme ça, en tout cas quand on est solo, ouais, il y a un investissement temps qui est important, contrairement effectivement à un TikTok ou un LinkedIn où tu te dis, bon bah, je balance mon truc, ça m'a pris 20 minutes, si que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas grave, je recommence demain. Sur YouTube, il y a cet investissement qui fait que, comme tu dis, on peut être déçu par les perfs, et il faut accepter un peu que ça fait partie du jeu, mais effectivement, si t'en fais 5, 10, 15 d'affilée et qu'à chaque fois ça floppe, souvent c'est ça qui décourage et qui donne envie d'arrêter, alors que parfois quand on a une qui décolle et qui va te faire 100 ou 200 000 vues, quelque part ça rattrape un peu tout le reste. Donc je comprends tout à fait cet aspect-là. Et du coup ça m'amène sur la question d'après. C'était combien toi t'investis, j'allais dire par mois, mais peut-être si tu lises sur l'année, mais combien t'investis pour ta chaîne YouTube, que ce soit du matériel, est-ce que tu as déjà essayé de mettre de la pub, est-ce que tu fais appel à des prestataires, tu as parlé de Vidéobiz, mais tu en as peut-être d'autres, sur la partie délégation de prod, de montage, de script, de miniature, de stratégie, tout ça. Alors pendant très longtemps j'ai fait tout seul. Je pense que j'avais posé un petit billet au départ de je pense 2500, 3000 pour acheter une caméra, un PC, deux lumières qu'on voit pas, un micro, tout ça. Mais en gros j'ai pas besoin d'un matériel de dingue non plus, un trépied et tout. Ça c'est le matériel, mais je l'ai fait une fois, puis maintenant j'ai pas besoin de upgrade par rapport à ça. J'ai testé de déléguer le montage l'an dernier avec j'avais pris une autre agence un peu YouTube création de contenu dont j'étais vraiment pas très satisfait parce que eux ils étaient vraiment en mode bourrin, il faut faire une vidéo par semaine, 4 shorts, donc en fait j'étais en mode faut y aller puis du coup quand tu dois trop y aller tu produis de la merde, donc mais au moins tu publies. C'est ce qui s'est passé. Mais je publiais. Mais voilà, j'ai fait une vidéo avec Vidéobiz, j'ai fait 150 000 vues, ça a fait en gros pas combien de fois, des milliers de fois les stats que je faisais avant, quoi. Ouais. Et là j'ai fait appel à une monteuse qui était hyper chouette au demeurant comme personne. Par contre comme c'était dans le cadre de cette agence là qui était très avec des whoosh, les dents blanches, les traits tirés, le contraste et tout, c'était plus trop moi. Et puis des fois moi j'ai envie de leur dire les gars, j'ai 36 ans, j'ai des cheveux blancs, j'ai 4 enfants et tout. Pas besoin de zoomer sur ma tête tout le temps, toutes les 2 secondes dès que je dis une phrase, pas besoin de faire... voilà. Mais là, j'ai fait appel à une presta. C'était à peu près... ça devait être autour de 1200, 1500 par mois de montage, un truc comme ça. J'ai fait des fois appel à des media makers aussi, mais pareil, le media making... tu vois, entre une miniature de Inoxtag, une miniature de McFly et Carlito, une miniature de Ego, une miniature de... tu vois, t'as tellement de styles différents que c'est difficile de trouver. Puis très souvent, tu te retrouves avec la tête comme ça, les dents toutes blanches, les contrastes, la saturation à fond. Donc c'est un peu space. Et clairement, mon but, ce serait de pouvoir plus travailler avec Vidéobiz sur la partie justement création d'idées, brainstorming. J'ai un gars chez vous avec qui je bosse bien et que j'apprécie beaucoup. Donc là, je voudrais vraiment chaque vidéo en gros passer par le filtre de est-ce que cette vidéo elle est juste bien dans ma tête ou est-ce qu'elle est bien dans la tête d'un expert YouTube aussi. Et puis une partie du montage aussi, pourquoi pas déléguer un jour. Mais aujourd'hui c'est pas ouais. Donc je pense que ça me coûte pas grand chose. En gros là maintenant aujourd'hui je pourrais faire des vidéos sans souci. Je pourrais me dire que peut-être tous les 2 mois je prends une petite presta chez vous de 400-500 juste pour brainstormer un peu avec quelqu'un de chez vous. Mais sinon j'ai pas besoin de beaucoup plus et moi j'investis pas énormément plus. Par contre je pense que ça vaut le coup quand même pour les gens qui ont un peu de budget de se dire je me fais aider, puis ne serait-ce que la miniature, le titre, je bosse quand même un tout petit peu dessus parce qu'on peut avoir la meilleure vidéo du monde, si elle est juste mal packagée, personne clique dessus puis on est un peu frustré derrière. Donc mais moi ça me coûte pas énorme aujourd'hui. À terme, le jour où mon entreprise bosse bien, ça me dérange pas de me dire je sors au moins 1000 € par mois pour que ma chaîne YouTube tourne et qu'il y ait des vidéos régulières, que ce soit des bonnes vidéos et que ça performe et que je m'installe de plus en plus comme une référence dans mon écosystème sur mes compétences et tout, quoi. Ok, ça marche. Ouais, c'est intéressant ton feedback là-dessus, parce que nous on est le nez dedans, hein, le côté prestataire de service entre guillemets, donc on voit que notre prisme à nous. Mais c'est vrai que globalement il y a 2 types de prestataires, on va dire. Il y a ceux qui ont
on va dire, un modèle et ils l'appliquent à tout le monde, que ce soit des mini-makers, des Ouais. monteurs, etc. Ils disent, nous, les montages, on les fait tout le temps comme ça leur permet d'être super efficace et généralement pas très cher. Mais en gros, faut que ça te convienne. Si ça te convient pas ou si c'est pas adapté à toi, ben c'est mort. Et tu peux perdre du temps et de l'argent, on va dire, sur ce type de prestat-là. Euh, et après, tu as des boîtes un peu comme nous qui vont être généralement plus chères parce que nous, on personnalise le truc. Donc en fait, on va faire ton style, un style particulier pour tes montages, pour tes miniatures, etc. Et ça prend du temps humain, ça prend pas mal d'échanges, de discussions, etc. Mais en tout cas, nous, on pense que la perf, on l'a aussi grâce à Mhm. à ce genre d'implication. Et puis après ça, tu as aussi une différence entre des agences et des freelances. C'est-à-dire que Ouais. c'est-à-dire nous, notre plus grosse concurrence chez Videobiz, c'est pas d'autres agences en fait. C'est plutôt des gens qui bossent avec un monteur ici, et puis ce monteur, bah, il fait pas l'affaire, donc j'en teste un autre. Un mini maker, j'ai quelqu'un qui m'aide pour mon script, mais qui me fait certains trucs, mais pas d'autres trucs. Je monte un peu, enfin tu vois, c'est des gens qui ont 5-6 prestataires et qui en font un petit peu eux-mêmes et qui bricolent un peu comme ça. Euh, et puis de l'autre côté, tu as des agences comme nous qui font bah, un peu la totale, entre guillemets, avec un truc très cohérent, mais forcément, c'est un certain budget. Quoi. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour des profils comme toi, on peut venir, on va dire, en support, mais il faut que toi, tu y passes encore un petit peu de temps. Mhm. Et le jour où tu te développes bien, là, effectivement, tu peux commencer à tout nous déléguer, et là, ça roule à toute vitesse. Quoi. Mais par contre, tu vois, quand on bosse avec des boîtes, avec des entreprises, généralement, elles nous disent, OK, on y va, on fait la totale, et comme ça, c'est quasiment zéro temps pris de leur côté, quoi. Et c'est ça l'avantage. Et j'ai pas répondu, mais tu t'as parlé de pub. J'ai jamais encore testé la pub sur YouTube, donc ça m'a. J'ai pas encore. J'ai jamais dépensé pour ça. Ok, donc aujourd'hui, là maintenant, t'investis quasiment rien en fait chaque mois. T'as pas tellement de dépenses. Non, même pas de temps. Euh, Tu vois. un petit peu, on va dire ce qu'on fait, ce que tu fais chez Videobiz. 2 fois par an pour l'instant, on espère un peu plus. Donc tu vas être peut-être à aller à 1000 balles au global sur l'année, quoi. Donc Ouais. t'es à 100 ou 200 euros par mois, on va dire, de dépenses, quoi, un truc comme ça. Par contre, bah, c'est du temps, tu vois, en gros, le temps de montage, par exemple, que je fais sur une vidéo. Là, Oui, aujourd'hui, c'est je ça, pense bien qu'une sûr. vidéo, si je la sors et qu'elle est bien entre les recherches, les montages et tout, ça va mettre au moins, je pense, 20-30 heures. Bah, 20-30 heures de frais d'aujourd'hui, ça coûte quand même un peu d'argent, quoi. Si les 20-30 heures, je les passe en coaching avec des gens ou à démarcher des clients, à prospecter et tout, je peux dégager pas mal d'argent. Donc, tu vois, maintenant, c'est ça le problème, c'est que maintenant, c'est la question, c'est est-ce que je dors, est-ce que je prospecte ou est-ce que je fais C'est du ça. montage vidéo. Bon, bah voilà, j'essaye de. C'est C'est toujours un toujours peu le dur de calcul en fait choisir, quoi. quand ton tarif horaire à toi commence à augmenter parce que tu as de plus en plus de clients, etc. Il y a toujours un Ouais. moment, il y a un point de bascule où tu te dis mais en fait là, les 10 heures que j'ai passées sur mon montage, c'est une mauvaise décision business de faire ça. En Ouais. fait, j'aurais mieux fait de les passer sur autre chose. Mais voilà, il faut toujours attendre ce moment de bascule. Et puis encore une Euh, fois, je trouve que faut le voir vraiment long terme parce que autant tu vois des fois LinkedIn ou une newsletter ou un mail à ma newsletter, tu vois, j'ai vraiment le côté, ok, je fais ce post, il est bien, je trouve 5 clients. Et c'est ce post qui m'a ramené 5 clients. YouTube, c'est plutôt, bah ok, je fais une vidéo, elle est géniale, mais je suis pas, tu vois, je peux pas tout de suite dire, ok, les 20 heures que j'ai pris cette semaine pour cette vidéo, elles m'ont ramené tant de mhm. clients, tu vois. Donc je pense que indirectement dans ma tête, je me dis peut-être que par exemple je reprendrai YouTube le jour où j'ai l'impression d'avoir fait déjà des gros mois, déjà le 15-20 du mois. Et je me dis ok, là il me reste 10 jours où je peux peut-être un peu ralentir la prospection, je suis tranquille. Et donc là je peux prendre du temps pour YouTube. Et je pense que c'est peut-être le problème de certaines personnes, c'est de se dire bah ça devient trop souvent annexe et un peu la dernière roue du carrosse et tout. Alors qu'en vrai, bah, ça participe aussi vachement à tout ça, quoi, à être quelqu'un qu'on remarque et tout. Donc, moi, c'est pour ça que je voudrais revenir à un rythme de peut-être pas redevenir toutes les semaines et tout, mais peut-être me dire, ok, 2026, je fais une vidéo tous les 2 mois, et puis voir comment ça prend. Puis si ça marche hyper bien, bah, peut-être une vidéo tous les mois. Puis après, bah, déléguer une partie du montage, par exemple. Et puis, donc, ouais, mais moi, je te dis, c'est vraiment tellement un réseau de cœur, puis ça fait quand même. Franchement, publier une vidéo YouTube, c'est quand même un truc, tu vois, le jour où tu mets en ligne une vidéo, que tu as bien bossé dessus et tout, c'est quand même, ouais, ça fait quand même C'est une toujours quelque fierté. chose, je trouve. Mhm. Ouais. C'est ce que tu dis, c'est ce qu'on constate chez nos clients pro, c'est qu'en fait, bien sûr, c'est pas parce que tu sors ta vidéo YouTube que tu vas avoir d'un seul coup 5 clients supplémentaires. Tes 5 clients, tu vas toujours, enfin, en tout cas, par rapport au type de prestat que tu fais, tu as complètement raison de les faire sur LinkedIn. Le truc, c'est que si tu postes plus de vidéos YouTube, ton post, il t'amènera plus 5 clients, mais il t'en amènera 7 ou 8. Mhm. Et possiblement, c'est des clients que tu pourrais faire payer 30 ou 40% plus cher que ce que Ouais. tu fais payer aujourd'hui.
Et en fait, ça, c'est vachement dur de l'expliquer en fait, à des boîtes et de leur dire, mais en fait, YouTube n'est pas un canal d'acquisition siloté tout seul Ouais. qui va avoir un ROI super efficace. Par contre, ça va démultiplier les résultats de vos pubs à côté, de votre SEO, de vos posts LinkedIn, etc. Et ça, c'est un truc qu'on commence à essayer de mesurer pour certains de nos clients pour pouvoir justement leur dire, mais regardez, en fait, ça fait bonifier tout le truc parce qu'en fait, quand les gens voient votre pub et qu'ils disent, mais ce gars-là, je le connais, je l'ai vu dans une vidéo il n'y a pas très Ouais. longtemps, etc. Je vais écouter Ouais. ce qu'il dit. Ça a une énorme différence par rapport à juste, encore une pub, je la zappe, quoi. Et voilà, c'est cet effet-là de, justement, de la personne est posée au milieu de la map, il a planté son drapeau, il est vraiment top of mind, comme on dit. Et c'est cet effet-là qui est dur à expliquer, quoi. On va dire ça, certains ne sont pas prêts à l'entendre, quoi. Donc si je récapitule vraiment très grossièrement en termes de chiffre d'affaires, dépenses, etc. Donc on considère que tu as, en tout cas cette année, réalisé 16 000 euros de chiffre d'affaires grâce à YouTube, 2 000 euros de dépenses, donc tu as à peu près 14 000 euros de bénéfices, entre guillemets, sur ta chaîne Ouais. YouTube. Tu fais quoi de cet argent, en fait? Est-ce qu'aujourd'hui tu te le verses en dividende, tu te le verses en salaire, tu le réinvestis? Alors C'est quoi aujourd'hui, ta démarche par rapport à ça? Aujourd'hui, j'ai en gros, tout mon business à côté n'est qu'un à côté puisque j'ai mon salaire régulier qui permet de vivre ça et tout. Donc, ça me permet de payer des fois des trucs un peu, des trucs de kiff, tu vois. J'ai une entreprise individuelle, donc c'est l'équivalent de auto-entrepreneur, je pense, en France. Donc, en gros, tu te verses ce que tu veux. Après, dans tous les cas, c'est sur ta déclaration d'impôt, t'as ton salaire salarié, puis t'as en dessous combien t'as gagné en indépendant. Donc moi j'ai plutôt par exemple pendant l'année dernière c'était de me dire je réinvestis dans des coachings, des formations, des trucs pour me permettre de grandir moi, apprendre des nouveaux trucs. Donc ça j'ai fait beaucoup. De payer des fois une semaine de vacances à la famille, ça fait toujours plaisir de pouvoir prendre un hôtel un peu plus cool parce que t'as un peu plus et tout. Et puis là maintenant en ce moment je suis en train d'essayer d'épargner pas mal pour me dire j'essaie de mettre un peu d'argent de côté pour potentiellement si demain je quitte le salariat pour me lancer à temps plein pour avoir une soupape de X mois que si jamais d'un coup demain j'ai plus aucun client, ce qui m'étonnerait vu ce qui est en train de se passer sur mon business actuellement, que je puisse quand même en vivre quoi. Et puis il y a aussi ça c'est au-delà de l'argent, je trouve qu'en fait chaque client qui vienne même s'il vient de YouTube, d'où ils viennent en fait c'est tout, dans mon cas c'est vraiment un truc ça me ramène une nouvelle expérience, ça me ramène potentiellement un témoignage, une recommandation, ça me ramène ne serait-ce qu'un nombre de clients en plus. Donc au début, tu as accompagné 10 clients, puis un jour tu en as accompagné 100, puis un jour tu en as accompagné 200, puis un jour... Donc même si c'est des petits chiffres, tu vois, même si c'est, je sais pas, j'ai fait 15 000 sur YouTube, mais peut-être que j'ai accompagné 15 personnes, puis dans les 15, il y en a 2 qui ont vraiment changé de vie avec moi parce qu'ils ont quitté un job hyper toxique pour faire un truc qu'ils adorent. Donc en fait, il y a ce côté-là aussi que je trouve qui est hyper... précieux, donc après tu te retrouves avec des avis Google de dingue que tu peux réutiliser dans un post LinkedIn, donc c'est pour ça que comme tu dis c'est difficile de vraiment savoir tu vois ce que réellement YouTube amène, mais moi ce que je vois vraiment c'est que des fois il y a des gens qui m'appellent et qui en 10 messages sur WhatsApp me font un virement de plus de 1 000 euros, ils m'ont jamais vu en vrai, ils m'ont jamais parlé, ils m'ont jamais appelé et ils me font un virement quoi. Ouais. Et ça je l'ai eu plein de fois et à chaque fois ça me je m'en remets toujours pas, mais c'est qu'en fait dingue. voilà. Expliquer comme ça, c'est dingue. Ouais. Mais vrai, ils ont vu 4 ou 5 vidéos de moi, ouais. Ils ont vu ma tête, j'ai l'air sympa, ils ont vu peut-être des posts, ils ont vu que j'ai des enfants, ils ont vu et donc en fait il y a de la confiance qui se crée, mais sans que toi t'aies rien à faire. Et le jour où ils arrivent, le process d'achat il est vachement plus rapide que si tu dois prendre 2 closers qui doivent appeler et tout. Donc mais voilà, je te dis à chaque fois, là il y a pas très longtemps il y a un gars que j'ai signé, puis à un moment il m'a quand même dit est-ce que tu pourrais m'envoyer quand même un vocal ou une photo pour me rassurer que c'est pas juste un robot ou une IA et tout. C'est vrai, je me suis dit, putain, en fait, le gars, ça fait des semaines qu'il échange avec un type qu'il a jamais vu. Et du coup, en général, ce que je fais, c'est que ces gens-là, par exemple, qui arrivent de YouTube, il y a un moment où je fais une note vocale, ou bien là, je me suis pris en photo pour dire, écoute, voilà, c'est moi, je suis vraiment la personne en face. Et voilà, parce que je fais pas toujours des appels de vente pour des petits produits comme ça, mais voilà, donc cet argent, j'aurais tendance à dire que pour l'instant, c'est plutôt... demain, ce sera pour vivre, ce sera pour mon salaire et tout ça. Et puis aujourd'hui, c'est à la fois pour potentiellement mettre de côté pour en vivre, et puis sinon pour me former, réinvestir chez vous, chez d'autres. Tu l'utilises pour construire ta boîte, quoi, globalement. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ton fonds de commerce. Avec la sérénité de pouvoir, d'avoir quand même le salaire qui permet de faire tourner la famille et tout ça, quoi. Trop cool.
Est-ce que tu regardes les analytics de ta chaîne, ou alors après publication de vidéo, on va dire, parce que là, Ouais. depuis quelques mois, peut-être un peu moins, mais tu les regardes, tu regardes quoi comme stats, et c'est quoi ton avis par rapport aux stats? Est-ce que ça te fait flipper? Est-ce qu'au contraire, t'adores ça? Non, non, alors, non, moi j'aime bien ça. Moi je suis ingénieur de base, donc j'aime bien le côté un peu technique, tu vois, rentrer dans les chiffres et tout. J'aime bien aussi comprendre ce qui fait qu'une vidéo marche ou marche pas. Ça, c'est toujours intéressant. Après, des fois, il y a des trucs qui se passent. Là, il y a pas très longtemps, je voyais qu'une des meilleures vidéos qui marche en ce moment, c'est une vidéo qui était vraiment genre fond du panier pendant des années. Et puis d'un coup, là, elle est en train de prendre une courbe vraiment exponentielle. Je sais pas comment ça se fait, donc tu vois, tu sais jamais trop. Euh, mais euh, mais moi, j'aime bien regarder la courbe de rétention sur la vidéo, donc savoir en gros combien de temps les gens y restent. Et puis le jour où tu as fait des vidéos où vraiment les gens restent longtemps parce que tu as raconté des trucs intéressants, tu as construit ton script de façon intéressante, tu dis ah mais en fait c'est possible de tenir les gens en haleine pendant tu vois presque 10 minutes et les gens y restent pendant 10 minutes et tout. Ça c'est assez cool je trouve. Après je regarde souvent les vues, tu vois, voilà un peu les vidéos combien marché le mois dernier parce que des fois je te dis il y a des vidéos qui ressortent que je les avais plus du tout en tête. Donc par exemple si je sens qu'il y a une nouvelle actualité qui pourrait arriver, là je le fais moins mais à l'époque c'était un peu ça. Après je suis pas encore assez bon sur la partie tu vois taux de clic. Là j'ai vu que maintenant on pouvait tester plusieurs titres différents, de savoir d'où viennent les gens, est-ce qu'ils viennent de la recommandation, de liens externes, de trucs. Ça je suis pas encore très très bon là-dedans, donc je regarde un peu mais je suis vraiment à 2%, 3%. Par contre, je suis impressionné de la quantité d'informations gratuites. On ne faut Ouais. pas oublier que YouTube, pour les créateurs, c'est gratuit. C'est Vraiment, c'est vraiment un truc de dingue. Ça Tu crées paraît un une compte évidence Gmail, de le tu dire, peux mais- lancer une chaîne YouTube. Ouais. Ça, c'est fou. Et YouTube, en fait, te met à disposition une quantité d'informations. En fait, tout est traqué et tu peux vraiment savoir sur telle vidéo, sur telle période, combien on regardait sur le téléphone, sur un ordi, quelle vidéo. Moi, je trouve ça m'a toujours impressionné de savoir quelle vidéo ramène des gens sur ta vidéo. Donc, Ouais. tu vas te dire, ok, en gros, dans la tête de YouTube, il a connecté ta vidéo à celle-là. Ouais. Et donc, du coup, après, tu peux te dire, ok, maintenant, je voudrais que mes vidéos sortent à côté des vidéos de ce gars-là. Donc, ça veut dire qu'il faut que je parle un peu des sujets comme ci. Et en fait, ouais, je trouve que c'est dingue d'avoir accès gratuitement à autant d'informations. Puis ils mettent à jour, quoi. T'es bien passé pour ça, mais ils mettent à jour tout le temps. Donc moi, j'ai Sylvain qui fait des analyses régulièrement, puis qui poste des lives où il explique tout ça. Donc ça me va très bien pour comprendre un peu mieux. Mais là, ouais, j'ai un peu lâché ces derniers temps. Je pense que je suis un peu assis sur une mine d'or avec ma chaîne YouTube, dans le sens où, à mon avis, ne serait-ce que si je retravaillais certaines vidéos, que je rechangeais un peu le titre, la miniature, il y aurait potentiellement, je pense qu'il y a des choses à aller gagner. Les futures vidéos, je pense que si je les fais meilleures du premier coup, je l'ai vu sur les deux dernières. Vraiment, il y a à effort égal, les résultats sont vraiment mais décuplés, mais c'est incroyable quoi. Donc voilà, un peu les stats, mais vraiment pas aussi bien que toi. Ouais, après, c'est normal, c'est pas ton métier. Tu dirais que c'est quoi tes points forts et tes points faibles en tant que créateur? Je- Qu'est-ce que tu apportes dans tes vidéos et qui fait que ça marche vraiment bien? Et que Ouais. les gens t'écoutent, les gens te suivent, ou que tu arrives à les convaincre? Est-ce que c'est tes idées? Est-ce que c'est tu arrives à trouver des bons concepts? Est-ce que t'écris bien ou bien t'es à l'aise à l'oral? C'est quoi tes points forts? Ouais, tu vois alors à l'aise à l'oral, je pense oui. C'est-à-dire que je pense que c'est assez agréable de m'écouter parler. Tu vois, je pense que je parle assez bien, puis j'arrive à tenir justement un sujet intéressant. Je pense que justement aujourd'hui, de plus en plus, j'arrive à glisser des infos théoriques intéressantes sans que ça devienne pénible. Donc tu vois, par exemple, je vais prendre, tu vois, j'avais analysé, j'en sais rien, un truc qui me revient, l'histoire des sous-marins australiens qui avaient été rachetés, je sais plus, ils avaient pas racheté Je à la sais, France, ouais. mais à quelqu'un d'autre. Et du coup, en fait, d'expliquer une technique de négo très pointue, en prenant l'exemple de, voilà, par exemple, faire jouer la concurrence, très important, dès que vous faites un devis, demandez 2-3 devis et tout. Ça, c'est un truc théorique, mais tu l'amènes pas juste comme ça en disant les 5 techniques pour avoir un bon devis, mais c'est, dans ce cas-là, ce qu'ils ont fait, c'est ça. Et justement, vous, si vous êtes dans cette situation, donc en fait, Ouais. faire des liens comme ça, je pense que ça, j'arrive assez bien. Pendant tout un moment, j'y arrivais bien, et d'ailleurs, je pourrais continuer à le faire, mais c'est que je décryptais ma vie perso à la loupe de mes compétences. Donc par exemple, je disais, voilà, quand je suis arrivé en Suisse, voilà comment j'ai négocié mon salaire, alors que c'était impossible de négocier.
ou bien voilà les décisions audacieuses que j'ai prises dans ma vie, ou bien je négocie depuis toujours, puis je parlais de négo que j'avais fait quand j'étais petit, donc en gros ce côté assez de se dévoiler un peu sur ce qu'on a fait, souvent en plus ce qu'on a fait de faux, donc tu vois, de dire voilà les erreurs que j'ai faites et tout. Je pense pas que j'ai des concepts de fou. Peut-être demain, je pourrais avoir peut-être des bons concepts, mais voilà, faut pas oublier que j'ai 4 enfants, que j'habite au fin fond de la Suisse, donc tu vois, moi quand je dois aller à Paris pour une conférence, un truc comme ça, c'est vraiment une organisation qui se planifie. Il faut trouver des gens pour filer un coup de main et tout. Tous les parents qui nous écoutent savent que se retrouver à gérer seul 4 enfants pendant que son compagnon va à Paris, c'est pas forcément facile, donc je le fais pas si facilement que ça. Et puis l'écriture, je pense que ouais, les quelques fois où j'ai vraiment fait en sorte de mieux écrire mes vidéos, ça a fonctionné. Voilà. Et après sur YouTube, je pense que j'inspire un peu confiance justement dans un monde où bah, la partie négo, la partie vente, c'est souvent des profils très très aseptisés, très les cheveux en arrière gominés, petit costard. Alors 3, tu vois, voilà, le commercial un peu de base. Ouais. Et moi, c'est plutôt le. Tu parles naturel, c'est tout con. Hein, mais... Ouais, le mec qui a l'air sympa, mais qui est quand même. On lui fait pas, tu vois, qui a l'air quand même d'être assez doué. Et puis d'ailleurs, le premier gros client que j'ai signé, c'est un pote à moi qui savait pas ce que je faisais comme métier, puis qui, comme je partageais mes vidéos à l'époque sur Facebook, et on a regardé 3-4, et lui était patron d'une boîte. Et puis un jour, il avait des contrats un peu nuls, un peu pénibles à négocier. Il m'a dit, moi, je peux pas le faire parce que je suis CEO, j'ai pas le temps et tout. Les gens de mes équipes, ils sont trop impliqués parce que ça va trop être le jeu de non, c'est pas moi, non, c'est. Donc j'ai besoin d'un gars à l'extérieur. J'ai vu tes vidéos, pour toi, ça a l'air facile. Go, quoi. Et en fait, c'est ce truc-là, c'est en gros, pour toi, ça a l'air facile de faire ça et je préfère te payer que de le faire moi. Bah, quand on arrive à capter ça et puis à mettre ça en avant sur sa chaîne YouTube, ça marche hyper bien. Donc moi, je pense que c'est ça, c'est le côté. Je rends facile des trucs qui des fois font un peu mal au ventre. Tu vois, les gens quand ils y pensent ils ont mal au ventre, puis après avoir regardé ma vidéo ils disent ah mais en fait c'est facile de demander une augmentation de salaire, tu vois. Ouais, ça exactement marche bien. ça. Je trouve que ton sweet spot il est vraiment quand tu es sur ces sujets là où tu sais que c'est douloureux dans la tête des gens de s'imaginer le faire, négocier le prix d'une maison, négocier un meilleur crédit immobilier, négocier son salaire, etc. Et en vrai les trucs de technique de vente on a tellement de gens qui lancent leur activité, qui deviennent leur propre, qui deviennent entrepreneurs, etc. Et une grosse majorité de ces gens-là se disent moi je déteste vendre, j'aime pas trop présenter mes offres, etc. Je sais pas faire. Et c'est vrai que la façon dont tu les amènes, ça déculpabilise à mort. Et tu te dis en fait t'as presque envie de tester ces techniques, tu vois, de dire en fait ça va, je suis à l'aise avec ça. Et ça c'est rare dans ce milieu-là en fait, l'air de rien. Et puis moi j'aime bien aussi dans mes vidéos, je vois, tu sais, je vois des fois que les gens aiment bien quand je montre clairement par exemple des messages, des mails, tu vois, des choses. En gros, ok, vous savez pas comment contacter un client sur LinkedIn, envoyez ce message. Poum. Et en fait, les gens aiment bien parce que c'est en gros, bah ok, ce gars-là, il a testé, ça a l'air de marcher. Et puis c'est assez concret. Et dans mes vidéos sur la rupture conventionnelle, c'était ça, c'était le côté, bah voilà le script qu'on a utilisé pour aller discuter la rupture conventionnelle avec le patron, il a marché. Laissez-moi votre mail, je vous l'envoie. Puis du coup, les gens aiment bien ce côté assez concret, quoi. Yes. J'ai analysé les stats de tes 10 dernières vidéos. Est-ce que ça t'intéresse que je partage un peu les apprentissages Bah avec grand plaisir. Hein, mais du coup, comme tu le disais, il y a un peu de tout. Il y a à boire et à manger, je pense. Donc, dans les 10 dernières, il y a donc les 2 dernières qu'on a faites ensemble, que tu as faites avec Vidéobiz, et les 8 précédentes qui étaient faites avec cette autre agence. Dans les 8 précédentes, la plus ancienne, c'est celle qui a le mieux fonctionné. C'était celle où tu parlais de Oussama Hamar, où tu avais réussi à le convaincre, etc. Mais donc, à l'exception de celle-là, les 7 autres vidéos que tu as faites avec ton ancienne agence ont des stats très basses chez les nouveaux spectateurs. Parce qu'en fait, moi, mon analyse, c'est que eux, leur démarche, c'est faire une stratégie de conversion de communauté. C'est-à-dire la communauté que tu as déjà sur ta chaîne YouTube, on va la convertir à mort. Donc, on va faire des contenus pour eux, ceux qu'ils attendent, ceux qui vont leur apporter de la valeur, etc. Mais absolument pas fait pour aller chercher des nouvelles personnes. Donc la problématique que tu avais à ce moment-là, c'est que même si tu avais des vidéos qui avaient bien marché, tu n'avais pas encore construit cette communauté. Et donc j'ai estimé qu'à cette époque-là, tu avais à peu près 150 personnes qui regardaient chacune de tes vidéos. Et donc une stratégie de conversion de communauté pour 150 personnes, c'est cool, mais tu tapes vite le mur une fois que tu as fait le tour de ces gens-là, quoi.
Puis si à l'époque, il fallait payer 1000 par mois de monteuses et d'agences, et tu vois, ça faisait 1500 par mois, 1500 Après, pour toucher 150 personnes, c'est... voilà. Pour certains, ça peut être rentable si tu lances une offre qui coûte très cher, etc. Ouais, t'as raison. Mais il faut vite penser au relais de croissance derrière, quoi. Et donc, moi, je regarde quasiment systématiquement les statistiques chez les nouveaux spectateurs, c'est ça qui m'intéresse, ceux qui te découvrent. Et donc, à cette époque-là, tu étais à peu près sur du 2% de taux de clic et des watch time entre 1 et 3 minutes. Donc ça, c'est très en dessous de ce qu'il faut pour que YouTube mette en avant les vidéos. Donc c'est garanti que ça floppe en découvrabilité, on va dire. Et donc ces vidéos ont fait du 500 vues en moyenne à peu près. La vidéo sur Oussama, elle est un peu plus intéressante parce que c'est la seule de cette catégorie, enfin de ce paquet-là, qui jouait sur un vol d'autorité, qui se base sur une personnalité que d'autres gens connaissent. Et donc ça attire un petit peu la curiosité. Et pour cause, le taux de clic chez les nouveaux spectateurs, il était à 5,6 sur cette vidéo-là, alors que les autres étaient toutes entre 1 et 3, quoi. Donc ça fait que YouTube va la pousser forcément un petit peu plus. Et le watch time était aussi plus intéressant, aussi parce que le sujet intéresse les gens, donc quand ils cliquent, ils ont envie déjà de base d'y consacrer quelques temps. Tu étais à 3 minutes 20, je crois, sur cette vidéo-là. Mais ça reste un petit peu trop faible, on est en dessous des 4-5 minutes que YouTube aime bien mettre en avant. Donc c'est un peu propulsé grâce au taux de clic, mais pas trop loin non plus. Et du coup, le nombre de vues que tu as eu sur cette vidéo-là colle vraiment très fort à cette typologie de vidéo, c'est-à-dire 2200 vues tu as eu. Donc quand on a des vidéos qui font x2, x3 par rapport à d'habitude, c'est pas de la très grosse viralité, mais c'est une bonne perf et tu as des nouvelles personnes qui te découvrent. C'est typiquement ça. J'ai trouvé un truc qui fait que les gens cliquent plus que d'habitude, mais la durée de ma vidéo ou la rétention est pas non plus exceptionnelle pour que YouTube se dise ok, là on met le paquet. Sur les 2 dernières vidéos, du coup, voilà, pour le coup, on est parti sur une strat très différente, très découvrabilité. Moi, j'aime bien dire là où on est assez bon chez Vidéobiz, c'est pour essayer de vulgariser des sujets techniques. Donc, toi, tu as des sujets très techniques, forcément, négo, etc. Et donc, on a fait une vidéo sur Roger Federer et une vidéo sur Omar Sy. Les vidéos sont plus longues, plus travaillées, avec un vrai angle, effectivement, qu'on a travaillé ensemble. Et le taux de clic, du coup, il est passé à 8% sur ces vidéos-là, sur les nouvelles audiences. Donc forcément, ça marche déjà mieux. Et on était à peu près à 5 minutes de watch time sur ces 2 vidéos-là. Je crois 4 minutes 45, un truc comme ça. Et du coup, là, on est dans la bonne zone pour que ça décolle et que ça parte viral. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on constate. Vraiment, on est dans cette zone-là sur toutes les chaînes de nos clients. C'est là où ça va chercher des nouvelles audiences. Et du coup, le résultat était 150 000 vues pour la première et 35 000 pour la deuxième. Donc en termes de stats, de vues, etc., on est content. Moi, ce qui m'intéresse après derrière, c'est est-ce que toi, côté client, ça a converti? Parce qu'on entend souvent ce côté, ouais, mais moi, je veux aller sur YouTube, notamment de la part des entreprises. Je veux bien aller sur YouTube, mais je suis pas là pour faire du divertissement. Je m'en fous de faire 100 000 vues. Je préfère faire 500 vraies bonnes vues bien ciblées, plutôt que faire 100 000 vues pas ciblées. Est-ce que, pour toi, c'était des vues qui n'ont rien apporté côté business, ou est-ce que ça a fonctionné et ça a plus apporté que les autres vidéos? Alors, bon, déjà, ça a apporté au moral, clairement. C'est important. Dans le sens où, en fait, ça m'a vraiment fait me dire, ok, c'est possible. Tu vois, j'ai décidé de bosser avec vous. Je crois que ça faisait un moment qu'on en parlait, puis là, on a dit, ok, on y va. On a pris du temps. Moi, j'ai pris du temps sur le montage, sur les recherches et tout. Donc, en gros, c'est le truc, ok, putain, ça fait du bien. Tu vois, la vidéo sur Omar Sy, 150 000 vues, ça fait vraiment plaisir. Y a beaucoup de gens qui m'ont contacté derrière en me disant ouais, j'ai vu ta vidéo sur Omar Sy, parce que par exemple voilà, des gens qui arrivent sur LinkedIn pour me contacter, mais tu vois, qui ont à la base découvert sur YouTube. Il y a eu des gens même dans mes abonnements, des stars que moi j'adore, tu vois, tu connais peut-être des gens du Jamel Comedy Club, par exemple, des humoristes du Jamel Comedy Club qui sont abonnés à ma chaîne YouTube parce que vidéo sur Omar Sy. Est-ce que tu as eu Daniel Guichard? Parce que Daniel Guichard, je l'ai vu s'abonner à plein de chaînes YouTube. Ah ouais. Non, moi j'ai eu Yacine Bellous, je sais pas si tu vois qui c'est, mais c'est un gars que j'aime beaucoup, un humoriste. Du coup, lui, il s'est abonné à ma chaîne YouTube suite à la vidéo d'Omar Sy. Donc, tu vois, ce genre de choses-là. Après la vidéo d'Omar Sy, je l'ai vraiment faite en mode, je reviens sur YouTube avec un nouvel angle, avec un nouveau style. Je veux pas bourriner en mode vente, tu vois, parce que j'étais aussi en mode, ouais, ça fait quand même longtemps que j'ai pas parlé, donc je veux pas. Donc j'ai vraiment pour le coup été très discret et même pas du tout parlé de vente. Là où la vidéo sur Federer, j'ai été plus, c'est-à-dire qu'au milieu, j'ai fait un encart où j'ai dit justement, la négo, c'est des techniques précises. Moi, je vous ai préparé un petit pack, donc 5 PDF, laissez votre mail, je vous l'envoie. Et là, j'ai les stats, faudrait que je retrouve, mais je crois que j'ai eu, je pense, presque 200 personnes qui ont téléchargé. Donc d'après 200 mails, on va dire 150 mails, je pense. Ouais, c'est ça, 157 mails sur 300 personnes qui avaient cliqué sur le lien, donc plus de 50% de conversion sur un truc comme ça, c'est quand même pas mal.
Mais tu vois, 35 000 personnes et il y en a 300 qui cliquent sur le lien. Donc c'est déjà la conversion est faible. Derrière 150 personnes qui ont laissé leur mail, pour l'instant, je peux pas te dire encore, j'ai vendu à telle personne qui m'a rejoint grâce à la vidéo de Federer. Mais déjà, je les ai un peu plus attirés vers un truc. Peut-être que l'étape d'après, ce serait que si je fais ça, il y a un truc un peu en automatique qui derrière leur fait peut-être une séquence de mails très ciblée sur des problématiques que eux puissent avoir ou bien une proposition de rendez-vous. Mais à l'époque, j'étais pas très clair sur le temps que j'avais à dispo. J'étais en plein milieu de ma saison de Liga. Donc bref, j'avais pas trop le temps. Maintenant, là, par exemple, je suis vraiment sur un switch complet, sur mes offres et tout, et j'ai des offres hyper claires. Je pense que maintenant, je peux beaucoup plus facilement shooter un mail à ces gens-là en disant, écoutez, j'ai 3 places qui se libèrent pour des coachings individuels sur telle et telle problématique, qui est chaud. Et là, je pense que tu les remplis facilement. Et pour le coup, les coachings individuels avec moi aujourd'hui, c'est 3-4 000 euros. Ça veut dire que tu en vends 3, si tu fais 12 000, ta vidéo, elle est très très vite rentabilisée, quoi. Donc c'était surtout... Non, c'était surtout des vidéos qui m'ont fait du bien, honnêtement. Vraiment du bien, même en termes d'intellect, de chercher, parce que avant de trouver l'idée d'Omar Sy de cet angle-là, on en a quand même trouvé quelques-uns. Pareil, Roger Federer, on avait pas mal d'idées et tout. La prochaine qui vient, on avait plein d'idées aussi, qui vient bientôt. Croisons les doigts. Et mais voilà, j'ai pas encore. Faudrait peut-être que j'aimerais bien justement un jour avoir quelqu'un qui me dit vraiment, voilà, autant sur mes offres rupture conventionnelle, je sais qu'ils viennent de YouTube parce que j'en parle que là-bas. Donc en gros, s'ils viennent me chercher pour de la rupture conventionnelle, c'est qu'ils ont vu ma chaîne YouTube, ils ont cliqué sur un lien et ils sont allés dans mes formulaires. Autant le reste, je peux pas encore dire, quoi. Par contre, ouais, ça crée quelque chose. Puis tu vois, il y a un boom d'abonnés, il y a un boom de. Ouais. Donc, ouais. C'est la grande problématique de tous les départements marketing des grosses boîtes, c'est ce qu'on appelle la problématique d'attribution. Ils ont tous la même question. Est-ce que quelqu'un qui devient client de notre SaaS, c'est parce que il a tapé le mot-clé dans Google et donc c'est attribué au SEO, ou est-ce que c'est la pub qu'il a vue plus tard qui l'a converti, ou est-ce que c'est la vidéo YouTube qu'il a vue qui a fait que machin. Et en fait, la plupart du temps, les gens, ils ont plein de points de contact, et le dernier, il se trouve que c'est celui qui arrive au bon moment, et donc l'attribution lui est donnée à celui-là. Mais en fait, c'est toujours très compliqué. Donc c'est pour ça que je trouve c'est important qu'on parle de chiffres dans ce podcast, mais c'est aussi important qu'on ait ce côté feeling. Quand tu me dis, après cette vidéo, j'ai vu une espèce de soulèvement, il y a des trucs qui se sont débloqués, c'est que ça a eu un effet. On ne sait pas le quantifier exactement, mais ça a eu un sacré effet. Donc, ça, c'est cool. Et puis ça a relancé ma chaîne YouTube, donc du coup après tu as des opportunités qui arrivent. Oui. Là, j'ai été contacté il n'y a pas très longtemps par un média qui m'a dit, voilà, on a vu votre chaîne YouTube, on voudrait faire un reportage et tout. Tu vois, ça vient pas par hasard, ça vient parce que tu as un peu réactivé la chaîne YouTube, que peut-être qu'il a vu cette vidéo ou une autre, donc ça crée quelque chose. Et puis moi, je suis convaincu qu'un jour, une vidéo sur un sujet bien particulier va faire que il y a quelqu'un vraiment d'improbable qui va m'écrire en me disant, j'ai vu ta vidéo, je veux bosser avec toi. Ouais. Et puis on y va, je sais pas, une star, quelqu'un dans l'humour justement, un acteur, j'en sais rien, un chanteur. Mais je pense que c'est possible parce que tu peux... Et tout le monde regarde YouTube en plus. T'as complètement ce profil-là en fait. Je le sais parce qu'on accompagne d'autres clients qui publient un peu plus régulièrement que toi et qui sont déjà quelques étapes plus loin dans leur chaîne YouTube. Mais un Bienvenue au cabinet ou un Yann Leonardi, ils ont des anecdotes comme ça. Yann Leonardi, il a bossé avec Orelsan, le truc est tombé de nulle part. Et il bosse de plus en plus avec des boîtes très stylées ou des gens très stylés parce que ces gens aiment regarder ses vidéos YouTube. Bienvenue au cabinet, il a eu des très gros youtubeurs, je peux pas te dire les noms, qui sont venus le voir et qui disent justement, ça fait des années que je cherche un bon cabinet comptable, est-ce que ça t'intéresse d'être notre cabinet comptable pour monter mes boîtes? Fais en sorte qu'il m'arrive pas ce que tu racontes dans tes vidéos, quoi. non mais voilà, donc ça génère tout un tas d'opportunités qu'on peut difficilement prévoir effectivement. Je te mets un petit peu on the spot là, mais si j'ai envie d'acheter ta chaîne YouTube aujourd'hui, à combien tu me la vends? Et il y a forcément un prix, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de me dire non, je la vendrai jamais, machin. Il y a toujours un prix. Mais à combien tu me la vendrais? Non, parce qu'en plus, tu vois, comme aujourd'hui, je suis en train de développer beaucoup plus le canal d'acquisition LinkedIn, j'aurais moins de soucis à la vendre, tu vois. Non, mais en fait, c'est très attaché à mon image et je pense qu'il y a un vrai sujet de comment tu transmets une chaîne YouTube quand tu perds l'image de la personne qui la représente. J'ai vu, tu vois, j'ai des exemples comme ça de chaînes YouTube que je suivais. Et puis le jour où, par exemple, c'était plus la personne à l'écran, j'ai arrêté de suivre. Parce que ça m'intéressait moins. Je pensais à un gars qui s'appelle Grain. Louis, il faisait des vidéos sur la vidéo. Puis un jour, il a eu une équipe avec des freelances, avec des gens. Puis d'un coup, c'est eux qui ont commencé à faire les vidéos. J'ai un peu arrêté parce qu'en fait, je m'étais abonné pour lui.
Et puis du coup, si je te vends demain ma chaîne YouTube et que d'un coup c'est Sylvain qui dit salut, alors je vais vous apprendre la négo et tout, bah je sais pas si les gens vont continuer à être là et tout. Donc Non, mais c'est pour ça que si je te pose cette question, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est pas tant sur est-ce que moi j'ai quelque chose à y gagner, c'est plutôt en fait c'est là que je vois t'es trop négociateur en fait. T'es en train d'essayer de voir comment ça pourrait être intéressant pour moi de t'acheter la chaîne. Alors que moi je te dis, t'as même pas à savoir ce que je vais faire de ta chaîne YouTube, tu t'en fous. Je mets les bifetons sur la table, à combien tu me la vends. Sous-entendu, toi, à combien tu estimes la valeur de la perte de cet asset pour ton activité? c'est rien aujourd'hui. C'est vraiment pas grand chose. Non mais c'est vrai, c'est vraiment pas grand chose. Ça me rapporte concrètement 1000 euros d'AdSense par an en ce moment. Une petite visibilité, mais c'est tu perds la vitrine, tu perds toutes les anciennes vidéos, tu perds cette image. Ok, ah oui, d'accord. Donc tu te dis, en fait, je recommence. Et puis je pense que si je recommence là avec tout ce que je sais et VidéoBiz, en 10 vidéos demain, on a 50 000 abonnés. Tu vois. Non mais je te prends en version full, tu vois, le truc où tu me fais le script, le montage, on fait ensemble et tout. On se lance sur, je sais pas, la vente par exemple, plus la négo mais la vente. Et puis je pense que ça se crée beaucoup plus vite. Donc par exemple, sur la rupture conventionnelle, il y a des gars qui se sont lancés sur le même créneau que moi, mais vraiment un an après moi, puis vraiment qu'on presque des fois copié des vidéos mot à mot. C'était vraiment abusé. Et puis je me suis dit à un moment, mais ok, si d'un coup ils voulaient me demander de me payer pour que je retire mes vidéos, tu vois, qu'en gros eux se rankent mieux, est-ce que je leur laisse et tout. Ouais, je te dis, c'est pas encore trop un actif comme tu dis que j'arrive vraiment à quantifier. C'est plus, pour moi, c'est plus une visibilité, une présence, une vitrine, tu vois, que je trouve qui est important pour moi, mais que je pourrais recréer, j'ai l'impression, différemment, tu vois. Ok. Donc si vraiment t'insistes, Sylvain, on peut se mettre d'accord sur un prix, tu vois. Mais J'insiste parce que c'est le premier de cette série, donc j'aimerais bien quand même minimum avoir un chiffre. Alors j'ai bien compris que ce ne sera pas le million d'euros comme j'espérais. Parce que le but de cette question, c'est effectivement, tu me dis, mais c'est une grosse valeur, etc. Et en fait, mais tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, ta chaîne est à un stade où elle t'a apporté des choses, mais tu es tellement confiant dans l'algo YouTube, etc., que tu dis, mais si je recommence de zéro, surtout que tu as changé un peu de thématique en cours de route, en vrai, c'est pas si grave. Mais je veux juste un chiffre. Donne-le là, comme ça, on n'en discute plus, puis après, ça, on passe à la suite. À combien je sais pas, 20 000, j'en sais rien. Okay. Je sais pas du tout. Ça marche, merci. Mais par exemple, je la vendrais pas. Par exemple, dans ces cas-là, j'irais voir des gars qui font de la formation rupture conventionnelle ou des coachs emploi. Oui. Et je leur dirais, écoutez, je suis ranké numéro 1 rupture conventionnelle, numéro 2 et tout. Si je vous vends, en gros, reprenez mes vidéos et allez plus loin dans ce truc-là. Nichez-vous dans ce truc-là. Et là, il y a vraiment un gros truc, tu vois. Et ça, c'est méga intéressant. C'est là où je vois le négociateur en toi. Mais j'ai échangé avec un créateur qui a lancé une chaîne dans la partie automobile en France, et où effectivement, il avait des offres. Enfin, il voulait vendre sa chaîne. Et il avait des prospects qui étaient intéressés, mais pour des rachats à des hauteurs de 300, 400, 500 000 euros. Parce que c'était sur un cas très spécifique qui allait apporter énormément de valeur à ces acheteurs-là. Et oui, d'ailleurs, je suis bête, on en avait discuté, t'étais un petit peu dans les discussions à l'époque. Comme si de rien n'était, mais... Donc, oui, c'est ça. Alors que s'il la vendait à monsieur et madame machin qui voudraient juste refaire le même genre de vidéo, ça valait que 50 000, quoi. Donc effectivement, c'est assez intéressant. Très bien. On va devoir sauter un petit peu quelques questions quand même, malheureusement, mais est-ce que tu as déjà voulu arrêter YouTube ? Si tu as déjà voulu ou tu as déjà arrêté, pourquoi tu es revenu ? Pourquoi tu y retournes en fait ? Si c'est si douloureux, ça te prend tant de temps, pourquoi tu y reviens à chaque fois ? J'ai jamais voulu arrêter à 100% parce qu'en fait, tu vois, même des anciennes chaînes, par exemple, j'ai commencé YouTube avec une chaîne sur les voyages. J'ai jamais fermé ma chaîne YouTube, supprimé ma chaîne YouTube et tout. Parce qu'en fait, pour moi, c'est là, c'est bien, tu vois, c'est cool. Et puis, il y a 2 mois, j'ai fait une conférence à Paris dans un événement. Le vidéaste de l'entrepreneur qui était là, on discute hyper sympa. Le gars, il avait fait Transsibérien. Et je dis, mais trop marrant, Transsibérien. T'as réorganisé comment ? J'ai regardé des vidéos sur YouTube et on est allé voir et il avait vu ma vidéo. Bien sûr. Et il a juste pas fait le lien que c'était moi, tu vois. Mais du coup, voilà, et puis j'ai pas de honte, tu vois. C'est pas des trucs de quand j'étais jeune ou tu vois, c'est pas des analyses de rap alors qu'aujourd'hui je fais du classique, j'en sais rien, tu vois. Donc pour moi, il y a peu de chances que j'arrête définitivement de faire. Après, ce serait plus de dire, en fait, je suis tellement convaincu de ce que ça peut apporter
Donc moi, c'est plutôt ça. Par exemple, tu vois, j'ai été très dégoûté l'année dernière quand j'ai beaucoup travaillé, beaucoup publié, beaucoup travaillé avec la monteuse. Mine de rien, manager une monteuse aussi, c'était difficile tu vois, elle était freelance, de lui envoyer les trucs à temps, qu'elle bosse, qu'elle me fasse les retouches. Tu veux quand même des retouches, mais pas trop. Donc, t'as quand même un peu des trucs. Puis des fois, t'es un peu pas très satisfait, mais tu dis, ok, c'est bon parce que ça fait déjà 3 fois qu'elle retouche. Et, voilà. Et puis tu publies, puis ça floppe, puis t'en refais une, puis ça floppe, puis ça floppe, puis ça floppe. Et puis ça, je pense, ça peut décourager. Tu vois. Et ça peut. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a plein de gens, à l'époque où j'ai commencé YouTube, j'étais dans des groupes Facebook de gens qui lançaient leur chaîne, il y en a plein qui ont arrêté. Parce qu'ils s'épuisent en fait. Et puis ça fait quand même mal à l'ego de passer du temps, de se montrer, de parler. Moi, j'ai des potes proches qui sont clairement foutus de moi, qui m'envoyaient des vidéos parodiques de ce que je faisais, en se moquant de ce que je faisais quand j'ai commencé et tout. Il y en a une que j'ai enregistrée puis que je ressortirai un jour parce que je pense que ça leur fera du bien de se rappeler de ça. Mais voilà, à moins que je pense qu'il y ait un truc un peu toxique, ou tu vois, ou je sais pas, par exemple, tu fais des vidéos sur la masculinité, un peu genre, tu fais le malin et tout, puis d'un coup, tu te maries, t'as des enfants, puis tu veux pas que tes enfants tombent dessus parce que t'as changé. À moins que ce soit ça. Ouais, moi, je pense pas que je supprimerai ma chaîne YouTube. Après, voilà, ce qu'il peut faire, c'est un peu l'essoufflement. Mais moi, dans mon cas, là, maintenant, j'ai l'impression d'avoir compris le truc. Les vidéos que j'ai fait avec vous, Omar Sy, Federer, m'ont permis de me dire, ok, même avec toi-même qui fais le montage, pas trop de temps sur le script, des recherches un petit peu, mais pas non plus de temps, t'arrives quand même à faire des scores de... pour moi, dès que tu passes ton nombre d'abonnés en termes de vues, c'est que t'as fait une vidéo qui est bien, tu vois. Donc, même Federer, 35 000 personnes qui l'ont vu versus 25 000 abonnés, c'est hyper bien. Pour moi, il y a... Le jour où j'ai un peu plus de temps, j'ai plaisir à refaire ça, quoi. Ok, très cool. Là, je vais parler un peu à Fred, le viewer, le consommateur de YouTube. Est-ce que tu as un petit plaisir coupable, une petite chaîne ou un type de contenu, ça peut être, enfin, petite ou grosse chaîne, hein, mais un type de contenu que tu n'assumes pas trop. Tu sais, tu te dis, tu vois, par exemple, moi, j'ai eu toute une période où je regardais des laveurs de tapis, tu sais, les gens qui prennent des tapis tout plein de boue et puis ils les nettoient et... Merde, c'est ça que t'allais dire? Alors ça, non, mais dans le même style. Moi, c'est ceux qui nettoient des voitures dégueulasses. Tu sais. En ce moment, oui, il y a un gars qui pop de partout. Là, quel bonheur ça. J'arrête pas de moi, j'adore ça. C'est des shorts. Oui, moi, c'est souvent en short. Il me trouve des voitures qui sont ignobles. Il me démonte les sièges, il me fait mousser tout ça. Moi, ça me fait du bien. Alors que son petit pinceau, je suis pas ASMR et tout ça. Les tapis, j'y crois pas trop parce que des fois, ils sont trop sales. Je me dis, ils les ont salis, tu vois. Oui, les voitures, j'aime bien et tout. Ça, j'aime bien. J'ai un truc aussi avec les gens qui dessinent. Il y en a pas mal qui font des dessins. Il y en a un qui fait des îles, tu sais, puis il fait des carrés, puis il dessine la mairie, il dessine comme ça. Et je trouve qu'il y a un côté assez satisfaisant du process et tout. Après, j'ai pas de... À part, je crois, Casey Neistat, qui est vraiment le gars où, genre, en général, quand il sort une vidéo, je vais la voir parce que je suis toujours fasciné de... Je suis fasciné de ce qu'il fait, de ce qu'il raconte, franchement, c'est un des gars que je trouve... parce qu'il y a un moment, on l'a tous consommé, Casey Neistat, mais toi, t'es resté accroché à ça. J'ai encore... Alors, moins maintenant, parce que maintenant, il en sort moins, puis c'est souvent des trucs un peu sponsor et tout, donc c'est moins naturel et tout. Mais vraiment, à une époque, je crois que c'était quasiment le seul où vraiment, dès qu'il sortait une vidéo, je me disais, qu'est-ce qu'il nous a encore sorti? Et à chaque fois, je me disais, il est fort. Ah si, maintenant, il y a Ego, je trouve qu'il y a comme ça. Ego, quand une vidéo d'Ego sort, j'ai découvert ça grâce à toi, c'est toi qui m'en avais parlé, je crois. À chaque fois, je me dis, en fait, j'ai plaisir à me dire où est-ce qu'il va m'emmener. Vas-y, viens, je m'assieds. On se laisse porter. Montre-moi où est-ce que tu m'emmènes. Mais là, c'est pas un petit plaisir coupable. Il n'y a pas de honte à regarder des vidéos d'Ego. C'est pas coupable. Ok. Non, mais c'est ceux qui nettoient des voitures. Ouais, c'est ça. Petite partie interview inversée. Est-ce que tu as une ou deux questions que tu voudrais me poser, soit par rapport à YouTube, soit par rapport à ma vie perso? Si tu n'en as pas, c'est ok aussi. Mais est-ce que... est-ce que, toi, à choisir, est-ce que tu commencerais YouTube plus tôt que ce que tu as fait? Bonne question. Honnêtement, non, parce que alors j'ai commencé YouTube en 2009, je crois, donc c'était avec 4 ans. La première vidéo qu'on a postée, c'était en 2009. Et la partie photo a commencé en 2011. Donc tu vois, 2011-2012, je crois. Alors attends, YouTube avec la casquette pro, tu vois, avec la casquette de je veux vivre de YouTube, tu vois. La casquette, donc du coup, le coin des YouTubeurs qui a été lancé plus en 2016, je crois, 2016-2017. En fait, c'est juste que c'était tellement pas dans mes plans que, tu vois, j'avais mon job et j'avais ma chaîne photo qui était mon side project, plaisir qui commençait à devenir un petit peu professionnel. Donc, le fait de me dire, je veux lancer mon activité autour de la création YouTube,
c'était tellement pas dans ma tête de toute façon que je vois pas comment j'aurais pu le lancer plus tôt. Mais sinon, bien sûr, évidemment, si j'avais pu le faire plus tôt, j'aurais fait plus tôt. Et ça, je pense que c'est un des trucs où la plupart des créateurs, quand tu leur demandes un truc que tu regrettes, ils disent c'est de pas avoir démarré plus tôt. mais je pense que j'aurais du mal à l'assumer quand même parce que, dans l'histoire en tout cas, je vois pas comment j'aurais pu la lancer 1 an ou 2 plus tôt. Et puis j'ai une deuxième question. Et puis en plus, je pense que ta chaîne aujourd'hui réussit parce que tu as ton expérience photo, quoi. C'est ta chaîne photo qui a fait que tu vois, t'es beaucoup plus à l'aise de parler de ça. Donc ça reste un terrain d'expérimentation aujourd'hui. Et dans la team chez VideoBiz, on est quasiment tous des créateurs et créatrices de contenu. Et je pense que ça fait partie de l'équation qui fait que ça marche bien. C'est que on sait ce que c'est que d'être de l'autre côté, d'avoir ce stress de la sortie de la vidéo, d'avoir cette joie d'être à 1 sur 10 la vidéo qui pète, etc. Et donc c'est important, quoi. Et une deuxième question, du coup, depuis 2009, est-ce que tu peux me citer une idée de chaîne YouTube où tu t'es dit, il y a tellement un truc à faire dans cette niche, dans ce truc, que t'as pas eu, que t'as pas lancé et que quelqu'un a lancé avant toi? Une que j'aurais voulu faire ou bien une qui m'a impressionné? Que t'aurais voulu faire, Non, que t'aurais voulu faire. Où t'as eu l'idée et quand c'est sorti, tu t'es dit, j'y avais pensé. Ouais, j'ai eu. En fait, j'avais eu l'idée à une époque de faire un truc sur des petites habitudes écolo, en fait, des petits gestes écolos, des trucs comme ça, et d'y mettre un peu de science. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, quand on veut faire des gestes écolos, on a plein de poncifs dans tous les sens qui te disent faut fermer tes radiateurs, non, au contraire, faut laisser tout le temps, faut tu vois. Et en fait, ça m'était venu quand on était aux États-Unis. Donc on était encore en 2011-2012, donc tu vois, je commençais déjà à réfléchir à des concepts de chaîne YouTube à cette époque-là, où on s'était posé la question, mais en fait c'était le boss de ma femme qui avait dit, mais en fait si vous voulez être écolo avec votre bagnole, vous devez mettre la clim, vous ne devez pas ouvrir la fenêtre. Et ça m'avait paru contre-intuitif comme truc. Et du coup j'avais fait des calculs très précis, et pour une voiture moyenne, la limite c'est 70 km/h, c'est-à-dire qu'en dessous de 70 km/h, tu as intérêt à ouvrir tes fenêtres. Et au-dessus de 70, la consommation de la clim est inférieure à l'augmentation de la consommation qui aurait lieu par l'effet de freinage d'ouvrir les fenêtres. Okay. Et donc, donc le côté écolo analysé avec la science. Voilà, c'est ça. Et ça, en fait, ça pourrait être des shorts, en fait, des shorts YouTube aujourd'hui. Et je pense que ça cartonnerait, il y aurait de quoi faire. Voilà, il y a des trucs aussi sur... tu vois, il y a un magazine... Syllabus un peu qui fait ça aujourd'hui, tu dirais? Syllabus fait ça pas sur le côté écolo, mais du coup sur le côté j'amène de la science dans un truc du quotidien. Il y a pas mal de créateurs de vulgarisation scientifique aujourd'hui très très bons sur YouTube. Et je sais, pour bosser avec certains d'entre eux, je sais le boulot qu'il y a derrière aussi, c'est monstrueux. C'est clair. Et le modèle économique n'est pas évident non plus. Donc voilà, bref, je te dirais effectivement ça c'est une bonne question. On arrive à la fin petit à petit. Quelle chaîne ou quel créateur tu aimerais que j'invite sur le podcast, où tu dis tiens là, moi ça m'intéresserait, moi Fred, de voir telle chaîne décortiquée sur la partie. Il y a un gars qui me vient. Justement, moi dans les idées de chaîne YouTube où du coup je l'ai pas fait mais quelqu'un l'a fait. Moi du coup je suis passionné de volley. J'avais un jour fait une vidéo sur le volley, le meilleur sport du monde, qui avait vraiment pété dans le volley et tout ça à l'époque. Et je m'étais dit il y a personne qui parle de volley sur YouTube. Et maintenant il y a un gars qui parle de volley sur YouTube. C'est un jeune en France, jeune, je sais pas quel âge il a, mais en tout cas en France il s'appelle Jérôme. Sa chaîne s'appelle Le Volleyeur Français, je crois. Ok. Et du coup lui il s'est vraiment spécialisé dans le volley. Et puis il a justement réussi à la base des vidéos dans son bureau. Puis maintenant il fait des reportages, il est avec la ligue et tout. Et ça m'intéresserait de voir, tu vois, est-ce que ça l'a dégoûté de sa passion, le fait d'en avoir fait un métier, comment il en vit, est-ce que c'est facile? Je sais qu'il a lancé des fringues, tu vois, et ça a l'air d'être un hyper bon gars en plus. Donc lui, je pense que ça pourrait être intéressant. Et je pense que je peux aussi de voir s'il a un deal avec la ligue, peut-être pour réutiliser les images. Tu sais, des fois, dans les chaînes sport, il y a certaines chaînes qui ont des deals. Je sais que par exemple dans le cyclisme, tu as une chaîne qui s'appelle Lanterne Rouge, et le gars il a le droit de commenter certaines courses parce qu'il a passé des deals avec les diffuseurs, là où n'importe quelle chaîne YouTube ne peut pas utiliser ces images-là, lui il peut. Enfin, je sais que quand tu prends une certaine taille de chaîne YouTube, tu es plus considéré comme média, et donc tu atteins un certain passe-droit, etc. Je pense que ce serait super intéressant de creuser ça en vrai. Là dans son cas en plus, comme le monde du volley c'est un monde assez petit, je pense qu'il s'est fait connaître comme un des rares gars qui parle sur les réseaux sociaux de volley, et donc du coup il a commencé à être commentateur pour les matchs de la Ligue en France. Il a fait des reportages. Je pense que ça lui a plutôt ouvert des portes, des portes sur des reportages en interne dans l'équipe de France, tous ces trucs-là. Ou même peut-être il a dû faire des vidéos institutionnelles pour certains clubs. Et je pense que ça, justement, à mon avis, ça serait intéressant de comprendre comment d'une passion. Parce qu'en plus, je
Je crois qu'il a pas un très gros niveau de jeu à la base, juste il est passionné de volley. Et du coup, tu vois, c'est pas un ancien pro qui s'est, tu vois, c'est pas genre Marcel Desailly qui ouvre une chaîne YouTube, tu vois, c'est vraiment un gars qui est passionné de volley. Et ce serait intéressant de voir un peu où ça l'a amené. Je crois même d'ailleurs que sa copine maintenant est volleyeuse pro, donc ça a dû l'amener même dans le personnage. Même là, j'imagine, démarrer une chaîne YouTube, vous rencontrerez l'amour. C'est ça. Super. Bah écoute Fred, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie, soit de suivre tes contenus, soit même d'aller un peu plus loin si on a besoin de progresser en vente, en égo, ou si voilà, on veut gagner cette compétence. Où est-ce qu'on te retrouve? Et bah du coup, moi c'est Fred Mola, M-A-U-L-A-T. Donc vous pouvez me chercher sur YouTube, sur LinkedIn c'est pareil, Fred Mola, M-A-U-L-A-T. C'est les deux canaux principaux. LinkedIn c'est là où je communique le plus souvent, je fais un post par jour en ce moment. YouTube, il y aura bientôt des nouvelles vidéos, je vous le promets, puis elles vont être pas mal. Donc voilà, vous pouvez venir me retrouver. Et puis surtout, n'hésitez pas à contacter Vidéobiz si vous avez des besoins, parce que franchement, moi, j'ai vraiment pas du tout été déçu. Au contraire, c'était vraiment je t'enverrai pour chèque après. Pour la petite pub. Surtout pas. Super. Bah écoute, merci beaucoup, beaucoup Fred. C'était méga intéressant. Merci pour ton temps aussi. Et, merci à toi. Et à celles et ceux qui nous regardent encore maintenant, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir un épisode qui va pas mal vous plaire, qu'on avait fait avec Mathieu, sur comment un expert comptable est devenu numéro 1 sur YouTube en France pendant une semaine entière. Il se trouve que c'est Jérôme de Bienvenue au cabinet, spoiler, et qu'on avait pas mal bossé avec. Mais voilà, comment on fait pour qu'un professionnel expert comptable arrive numéro 1 tendance devant Squeezie, Hugo Décrypte et tous les autres. C'était une histoire assez folle. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste ici. Et à toutes et tous, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Salut! Salut!